Bonjour à tous et bienvenue sur le live du lundi soir. J'espère que vous avez passé un bon week-end, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avec l'approche de la sortie officielle de Altered, je me suis dit, et donc des formats scellés qui vont arriver, des starter boosters, des starter boostés, pardon, des scellés potentiellement draft, mais la draft je vais pas trop en parler ce soir. Je me suis dit qu'avec les formats scellés qui vont arriver pour la sortie officielle d'Alter, parce que c'est un week-end, normalement toutes les boutiques qui vont faire quelque chose vont faire essentiellement du scellé, ce sera pas du construit. J'ai vu que c'était intéressant de potentiellement voir un peu tous les... passer en revue un peu tous les héros, faire une sorte de petite tier list des héros qui seront peut-être les plus efficaces dans ce mode-là. Donc c'est pas une tier list du héros le plus fort ou du héros broken machin, ça va être en fonction de moi ce que je pense, de mon analyse à moi. Il y aura forcément peut-être des petites erreurs ou des avis divergents. Il ne faudra pas hésiter à me dire que vous n'êtes pas forcément d'accord ou que vous voyez le personnage plus haut, plus bas, etc. etc. Et essayer d'apporter un petit peu de matière à l'échange avec pourquoi vous pensez qu'il est plus haut, pourquoi vous pensez qu'il est plus bas. Voilà, donc moi je vais le faire avec moi ce que je pense être des bons héros en tout cas. Pour le starter, il y en a qui sont un peu évidents, donc qui sont peut-être un peu touchy. Pareil, on essaiera peut-être de voir les factions qui s'associent plutôt bien entre elles, pouvoir chercher des mécaniques qui sont récurrentes un peu dans chaque faction. Pour voir pareil, vu que le starter scellé, on peut mixer des factions jusqu'à 3. Ça peut être sympa de voir quelle faction va marcher avec laquelle. En tout cas, ce que j'estime pouvoir fonctionner avec un tel ou un tel. On va refaire un petit récap avant de comment fonctionnent les formats scellés. Salut Davelf. Donc dans un premier temps, il y a... En tout cas, moi j'ai pas vu de draft en événement de sortie comme ça d'Alterd. J'ai vu 2 formats et je vais en faire normalement 2 ce week-end. Je vais avoir faire un format scellé et un format starter boosté. Les deux se ressemblent un petit peu, à part que pour le starter boosté, on va déjà avoir une base de deck potentielle et donc potentiellement des combinaisons qui fonctionnent bien ensemble. Là où le scellé, on repart de zéro, il faut réussir à choper des trucs qui vont peut-être synergiser ensemble, en tout cas qui vont marcher dans une mécanique ou alors qui sont forts de base. Donc c'est une construction qui, je pense, est légèrement différente, même s'il y a une base un peu commune. Le starter boosté, c'est quoi? C'est on achète un starter, un des 6 starters, donc un des 6 factions, qu'on va améliorer avec 3 boosters. En sachant que le starter boosté comme le scellé, c'est 30 cartes minimum. En général, quand on vous dit 30 cartes minimum, c'est que c'est bien d'aller à 30 cartes. Ça sert à rien d'aller plus haut. Avoir 30 cartes, ça permet de plus facilement faire tourner son deck et donc de plus facilement avoir des cartes vraiment efficaces, plus que devoir compléter avec d'autres cartes qu'on pense peut-être être bien, mais dans certaines situations, des fois, c'est pas ce qu'il faut faire. Du coup, le starter boosté, c'est on ouvre 3 boosters, on voit ce qu'on a des cartes de plusieurs factions, on va les trier et on va regarder ce qu'on peut ajouter à notre deck. Et on va voir aussi les cartes qu'on peut retirer à notre deck pour pouvoir insérer ces cartes-là. Donc ça va être une construction vraiment un peu différente. Ensuite, on a le scellé, où là, c'est à l'inverse. On ouvre 7 boosters et de là, on part de 0. Et donc là, on va pareil trier nos cartes et on va associer on va regarder déjà les cartes dans lesquelles on a le plus en couleur, etc., etc. pour essayer de faire un deck de 30 cartes. De toute façon, normalement, il est censé y avoir des cartes qu'on appelle des mana confluence, qui sont des cartes qui permettent de compléter le deck si jamais il manque des cartes dans le deck. Salut Sixpaul. En gros, si jamais vous voulez associer 3 factions que vous trouvez fortes entrées parce que vous avez eu des bonnes cartes, etc., mais qu'au final vous arrivez à 28 cartes, parce que le 30e carte c'est le héros. C'est vrai qu'on dit 30 cartes, mais c'est 30 cartes, héros compris. Donc si vous arrivez à 27 cartes, il vous manque donc 2 cartes pour compléter le deck, dans ces cas-là, vous pouvez mettre des mana confluence qui, elles, ne serviront que à aller en mana. C'est-à-dire que si vous la piochez, elle ne sera pas jouable. C'est directement, vous la mettez en mana et il n'y a pas besoin de choisir quelle carte on met en mana. Vous en mettez une des deux en mana et ça sera celle-là, en gros. Voilà pour le principe du scellé, le principe du starter boosté. Et ça va être après la même chose, ça va être une ronde suisse en général, donc on va avoir un tableau, un tournoi qui va être fait avec des joueurs vont s'affronter, le gagnant de chaque match va affronter un gagnant d'un autre match forcément,
Le perdant va affronter un perdant dans un autre match, etc., etc. Et on va affronter jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant, un deuxième, un troisième et un quatrième. Et ainsi de suite. En fonction des boutiques, généralement ces formats-là, on vous donne un booster automatiquement quand vous participez, en plus des 7 boosters. Après, ça dépendra des boutiques aussi. Je pense que comme ils sont libres de faire les lots qu'ils veulent, vous pouvez repartir avec un booster, comme vous pouvez partir avec un booster promo s'ils en ont reçu déjà. Là, ça dépendra vraiment des boutiques et des stocks des boutiques. Voilà, donc on va essayer de trier ces héros. Comme le starter boosté et le scellé sont assez proches, je me suis dit que la tier list devrait valoir pour les deux. Il peut y avoir peut-être des héros qui seront un peu plus forts en starter parce que comme il y a déjà une base dans une couleur, bah, peut-être que certains héros vont pouvoir comboter dans cette couleur. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur la tier list. Donc la tier list, on va prendre les héros du début. Et on va commencer par Axiom. Donc Axiom, c'est la faction qui va le jouer le plus avec les permanents, avec des jetons concrets, des 2-2, qui peut être fort, mais qui est dépendant des permanents, et qui peut-être dans un format scellé, pas aussi fort que ça dans un format scellé, parce que le problème de ce format scellé, il faut qu'on arrive à avoir des combinaisons, donc des combinaisons de permanents, avec des cartes qui vont fonctionner avec les permanents, avec déjà des bons permanents, parce que tous les permanents sont pas forcément très bons. Et il faut le héros aussi qui fonctionne avec les permanents. Ça fonctionne aussi beaucoup avec la réserve, et c'est pareil, la réserve, on va avoir du mal à la remplir. Alors autant en starter boosté, vu qu'il y a déjà un deck Syrah qui joue beaucoup avec les permanents, et qu'on peut un peu épurer en tirant des permanents qui sont pas forcément utiles, en agrémentant avec d'autres permanents potentiellement qu'on va ouvrir qui seront meilleurs. Je pense que Syrah, c'est pas un mauvais perso, mais elle ne fait rien elle seule. C'est vrai que j'ai pas décrit comment je vais moi analyser les cartes, c'est que je vais d'abord regarder si l'effet de la carte fonctionne sans condition, par exemple. On verra tout à l'heure, mais il y a Sigismar, il fonctionne sans condition. On a déjà qui fonctionne sans condition de mon point de vue. Il y a d'autres héros comme ça qui fonctionnent sans condition qu'on peut faire sans avoir rempli une condition. Là, le problème de Syrah, c'est qu'elle a besoin de... C'est au moment où on joue un permanent. Ça veut dire qu'il faut jouer beaucoup de permanents pour récupérer un 2-2-2. Un jeton 2-2-2. Autant 2-2-2 de force, c'est bien, sauf que ça coûte 3 réellement, parce que c'est un permanent de coût 3 ou plus. Donc si c'est un permanent de coût 3, ça veut dire que minimum 3, quoi qu'il arrive. Mais si jamais on a un permanent de 4, ça fonctionne. Mais 4 pour 2-2-2, je trouve ça faible, personnellement. Donc autant de personnages, je trouve ça fort, mais dans Axiom, il faut un permanent qui booste les robots pour que ça commence à devenir vraiment intéressant de jouer ce personnage-là. Donc autant en starter boosté, je pense qu'elle peut facilement être dans le top A. Autant en scellé, c'est compliqué. Je pense que ça reste compliqué pour elle, en vrai, parce qu'elle sera extrêmement dépendante de toutes les cartes qu'on va ouvrir à côté et de si on chope des permanents ou pas. Donc moi, par principe, je la placerai plutôt en B, peut-être dans le haut du B, de par cette synergie qui est nécessaire et qui peut être fait en starter boosté, mais qui peut pas forcément être fait en scellé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi mon classement c'est que je la mettrais en B, mais dans le haut du B. Elle est même potentiellement A, mais ça dépend vraiment elle est extrêmement dépendante des cartes qu'elle va ouvrir. Ensuite on va avoir Soubash. Soubash, lui, c'est à midi, on peut payer 1 pour mettre une carte de notre main en réserve pour créer un jeton 2-2-2. Typiquement, cette carte-là, pour moi, c'est une carte qui fonctionne un peu à elle seule. Alors, elle fonctionne à elle seule, oui et non, parce que il faut avoir des cartes en main, donc il faut avoir un peu de ressources en main. Donc il faut piocher, peut-être pas en créer, peut-être pas en mettre en mana, pardon. Mais c'est une carte qui, son effet ne nécessite pas que quelque chose soit joué, que quelque chose soit fait pour être appliqué. Il faut juste avoir une carte en main, et à ce moment-là, à midi, on peut dire je paye 1, je la mets en réserve et j'ai un 2-2-2 qui arrive. Et pour avoir un 2-2-2, c'est plus fort que
Sierra qui a besoin de payer 3 un permanent pour pouvoir mettre un 2-2-2 gratuitement. Et la carte en réserve n'est pas forcément perdue, voire même ça peut nous arranger de mettre des cartes en réserve pour bénéficier de l'effet de soutien, ou parce que le coût de la réserve est moins fort, moins élevé. Donc c'est un effet qui peut être avantageux, comme il peut être un peu dangereux dans le sens où si on ne pioche pas suffisamment, ou si on a à un moment donné à court de cartes, on ne pourra pas faire son effet. Et l'autre dangerosité, c'est que si une personne a ouvert beaucoup de cartes sabotées ou beaucoup de cartes qui interagissent avec la défausse, ben il va nous pourrir nos ressources. Et du coup, sans ressources, on va pas pouvoir faire grand chose. Donc c'est assez dangereux, mais je pense qu'elle a un bon potentiel et je la mettrai au-dessus de Sierra, typiquement. Parce qu'elle marchera dans les deux formats, vu qu'on peut s'en servir à n'importe quel moment, il n'y a pas de condition de tel type de personnage ou tel type de personnage, donc pour moi, c'est du Flozinette. Donc pour moi, Soubash peut être un bon héros pour le format scellé et les starters boostés. Donc moi je la mettrais en A. Je le mettrais en A typiquement. La seule chose c'est que ça demande de payer 1, mais payer 1 pour 2-2-2 pour moi c'est correct. C'est comme si vous jouiez une carte de votre main qui coûte 1 et qui rapporte 2 de stats partout. Donc en vrai, c'est vraiment très bien. Pour peu que vous ayez le permanent qui est d'ailleurs dans le deck Axiom, donc c'est pareil. Si on ouvre le starter deck, et qu'on ouvre Soubash et qu'on a pris Axiom, ça peut être un bon permanent, un bon héros en remplacement de Sierra. Parce que, encore une fois, Sierra va pouvoir les mettre gratuitement, mais il faut jouer des permanents. Mais si on garde juste certains permanents, comme celui qui donne plus 1 plus 1 quand un héros arrive en jeu, ben, typiquement, grâce à lui, tous les tours, vous pouvez quasiment mettre une 3-3-3 pour 1. Là où Sierra, c'est toujours pareil, il faut déjà avoir le permanent en jeu, et après il faut jouer des permanents à chaque tour pour pouvoir mettre une 3-3-3, il faut jouer un permanent qui coûte 3 minimum. Donc pour moi, Soubash est au-dessus de Sierra dans le format scellé. Flozinette, si tu n'étais pas là au début, on est en train de faire une petite tier list des héros que j'estime être forts, ou en tout cas en fonction de leur niveau. Salut Romain. Donc on fait une tier list des héros que j'estime, que j'essaie d'estimer en force par rapport à ma vision du jeu. Pour les formats scellés, pas pour le construit, pas en termes de généralité, mais vraiment pour le format scellé, vu que les boutiques vont proposer des formats scellés ce week-end pour le lancement d'Alterne, du coup on essaie de les classer. Donc pour moi, Soubash est au-dessus de Sierra, parce qu'il fonctionne un peu tous de lui-même, et on peut permettre de poser des 2-2-2 juste en mettant une carte de main en réserve. Il n'y a pas de souci. Donc pour moi je le mets en A. Maintenant on a Traced. Traced, lorsqu'une carte quitte votre réserve pendant l'après-midi, si j'ai moins de 5 compteurs ferraille, je gagne un compteur ferraille. Si j'ai au moins 5 compteurs ferraille, après il gagne un autre pouvoir qui dit de piocher une carte, mettre une carte en réserve. Autant dans le construit, je sais que Traced est assez forte, autant en scellé, j'ai peur que ça soit un peu compliqué. Pourquoi? Parce qu'il faut avoir de la ressource en réserve, donc il faut avoir récupéré des cartes qui ravitaillent. Il faut réussir à avoir 5 compteurs, et 5 compteurs, il faut les avoir rapidement pour que cette carte-là devienne intéressante. Parce que si on gagne un compteur par tour, ça veut dire qu'il faut 5 tours pour l'avoir. 5 tours, on arrive déjà dans la phase finale, et il y a peu de chances qu'on puisse utiliser le pouvoir, ou alors on va l'utiliser une fois, mais ça n'aura pas forcément un grand impact dans le jeu. Donc, Paste en format scellé, c'est hyper dépendant de ce que vous allez ouvrir. Et donc c'est hyper dépendant de votre réserve. Donc pour moi je considère qu'il est B voire C pour ce format-là. À cause de cette condition-là, d'avoir beaucoup de réserve, d'avoir du ravitaillement, d'avoir de quoi faire des marqueurs rapidement pour pouvoir bénéficier de son effet. Et en plus n'est pas un effet qui va vous permettre de gagner la partie, de rapporter de la force sur le terrain. Là où Soubash, à l'inverse, il ramène une 2-2-2, donc il ramène de la force qui permet d'avancer. Donc pour moi, malheureusement, Traced, elle passerait plutôt en C. Ou fin du B, mais en B inférieur, ou en C un peu supérieur. Mais ça dépendra vraiment de ce qu'on ouvre.
On va faire dans l'ordre des héros, donc c'est dans l'ordre du site, c'est Gojo. Gojo, pardon. Gojo, je trouve qu'il est assez dur à estimer parce que d'un point de vue pur de jeu, bah, si je reprends le fait qu'il puisse se suffire à lui-même, oui, il suffit à lui-même. Il n'a pas besoin de conditions de quoi que ce soit. Un tour sur deux, on a un jeton 2-2-2. Malheureusement, pour moi, il a un jeton 2-2-2 seulement le tour où il est premier. Ce qui fait qu'un tour sur deux, il a un tour faible, puis un tour fort, puis un tour faible, puis un tour fort. Là où Subash, typiquement, quasiment à tous les tours, alors il doit payer 1, donc il utilise de la ressource, mais quasiment à tous les tours, il a une 2-2-2. Donc il va avoir un tour où il va être plus fort que Kojo par défaut, parce qu'il prend une 2-2-2 en payant 1 de mana, là où Kojo n'aura rien au départ. Mais il sera peut-être en A, mais fin du A. Je le mettrai pas en B, je pense pas. Et en plus, dans les autres héros, on verra qu'il y a pour moi d'autres héros qui sont bien supérieurs à lui, parce que un tour sur deux, c'est bien, mais ça veut dire qu'il y a un tour sur deux où potentiellement notre adversaire, s'il économise ses forces, il va pouvoir tout mettre sur ce tour-là et avancer de deux côtés parce qu'on est plus faible à ce moment-là. Donc Kojo, il est bien, mais je le mettrais, ouais, je vais le mettre en A pour le moment. C'est pas impossible qu'il descende en fonction des autres héros qu'on aura vus. Mais je le mets en A, mais dans le bas du A. Pour moi, il est presque en B. On va avoir après Hatsadi. Kojo, il est simple et efficace, ouais. Il est bon flat, facile à jouer et peut permettre de prendre deux lignes, ouais. Pour 1, il faut que. Ouais, c'est tour 1 si on est premier joueur. Le problème, c'est qu'il va être dépendant du TOS, donc de savoir si tu es premier joueur ou pas. Mais en effet, si tu es premier joueur, tour 1, tu vas prendre 2 tours. Après, au tour d'après, tu vas être un peu inférieur. C'est pour ça que je le mets en A. Parce que par exemple, par rapport à un Sigismar ou même par rapport à une Teja, bah malheureusement pour moi il est inférieur. Parce que je préfère, et ça a été beaucoup dans les discussions un peu sur internet, c'est que on préfère avoir une 1-1-1 tous les tours qu'un 2-2-2 un tour sur deux. Une 1-1 tous les tours, ça met une pression à tous les tours. Là, on a une pression surtout sur le premier tour avec lui. Et ça peut te permettre de prendre deux lignes si tu as assez de mana, si tu as les cartes en main qui te permettent de jouer potentiellement deux cartes, parce que l'autre, il va pouvoir quand même contester une de tes lignes. En vrai. Donc, mais oui, je suis d'accord avec toi que Kojo, c'est fort un tour sur deux, c'est flat, et en effet, ça... Enfin, c'est pour ça que je le classe assez haut en A, mais par rapport à, par exemple, à un Subash, vu que Subash, il peut en prendre des 2-2-2 à chaque tour pour 1, et que je trouve vraiment fort parce que c'est pas cher pour des stats à 2-2-2, bah je le mets un peu en dessous, typiquement. Même si en effet, il utilise pas la mana pour ça, mais il utilise pas la mana un tour sur deux. Réellement, pour faire ce 2-2-2. Donc je sais pas. C'est pour ça que j'ai du mal à l'estimer. En effet, il est peut-être très fort. Mais ouais, mais je suis d'accord dans le principe que il peut forcément aider un tour sur deux avec sa 2-2-2. Ça, c'est clair et net. Alors Itsadi, typiquement, c'est le héros qui n'est pas aimé, qui est presque injouable actuellement en construit. Après, peut-être que par la suite, il deviendra fort, mais là, actuellement, c'est celui qui est, en tout cas, estimé par tout le monde, le plus faible. À voir si c'est pareil en scellé, parce que ça se trouve en scellé, ça change un peu la donne, même si j'ai des doutes. Donc le personnage dit quoi? Je commence la partie avec 5 compteurs héroïsme. Lorsque vous jouez un personnage avec un coût de main supérieur ou égal à mon nombre de cartes mon nombre de compteurs héroïsme, on pioche une carte et je gagne un compteur héroïsme. Donc c'est juste qu'il permet de piocher, sauf que pour pouvoir piocher, il faut jouer une carte qui est égale ou supérieure à son nombre de compteurs. Il commence avec 5. Ça veut dire qu'il faut jouer une carte qui coûte 5 de la main pour commencer à piocher. Et il faut jouer une carte plus fort à tous les tours. Ça veut dire que à partir du tour 3, on va pouvoir commencer à piocher, mais ça veut dire qu'on claque tout notre mana pour jouer une carte, pour piocher une carte. C'est hyper dangereux. Parce que ça veut dire que l'autre, il voit ce qu'on a fait, il voit qu'on n'a plus de mana, donc on est à sa merci complet. Et s'il a un truc qui permet de contrer ce qu'on vient de poser, et lui, il posait deux petites cartes à côté, il va avancer des deux côtés, il aura géré notre gros truc, et nous, on n'aura pas fait vraiment de plus-value à part de piocher une carte. Donc malheureusement, j'ai l'impression que Hatsadi, même en scellé, il va rester en dessous. Hein. Malheureusement, il va rester en dessous. Je pense qu'il va rester en dessous. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, il est toujours en D et il sera bien en dessous. Ouais.
on va avoir Basira. Basira est un perso qui peut se suffire à lui-même, mais on a besoin quand même de conditions, parce qu'on a besoin de certaines cartes dans notre deck. Des cartes notamment qui prennent des marqueurs. Si on a des cartes qui arrivent à prendre des marqueurs de boost, on va pouvoir redonner encore plus de boost. Donc c'est très bien, parce que du coup, pour un boost gagné, en fait on en donne 2. Enfin, c'est comme si on en donnait 2. Pour un, alors qu'on devait en garder qu'un. Une fois par tour par contre, parce qu'on doit l'incliner le personnage. C'est bien, je trouve que c'est bien. Je trouve typiquement, si on a un deck, donc on est dépendant de l'ouverture, donc soit je le mets en haut du B pareil, soit je le mets en bas du A, ce sera peut-être derrière Kojo, parce qu'on est dépendant des cartes qu'on va ouvrir. Mais si jamais on prend le starter de Kojo, donc de Bravos, et que derrière avec les trois factions qu'on va pouvoir mixer ensemble, il y a de fortes chances qu'on trouve des cartes qui boostent. Donc il a moyen, je pense, d'avoir son efficacité. Mais comme on est dépendant de ce qu'on va ouvrir, je peux pas le mettre trop haut. C'est pas possible pour moi. Parce que comme j'ai dit, là, typiquement, Kojo, il se suffit lui-même en effet. Il n'a pas besoin de. Il n'est pas dépendant d'une ouverture de cartes, de certaines cartes qu'on va avoir. Tsubach, même s'il va devoir mettre des cartes en réserve, quand on pioche 2 cartes par tour, on est quasiment sûr d'avoir au moins une carte en main à défausser pour mettre en réserve pour faire l'effet de Tsubach. Donc ces deux-là peuvent se suffire à eux-mêmes de base, enfin sans avoir des cartes autour, là où Basira sera dépendant de ça. Donc je le mettrai peut-être en bas du A ou en B au niveau de Syrah, parce que Syrah est dépendant des permanents, Basira est dépendant des boosts qu'on peut gagner. Donc moi typiquement je le mettrais en B, je le mettrais peut-être au-dessus de Syrah pour le coup. Parce que les permanents ça fait pas forcément avancer, sauf un qui permet d'avancer à la fin du tour. Les permanents ne font pas forcément avancer, là où Basira avec ses stats peut nous permettre d'avancer justement parce qu'il va renforcer les forces dans les expéditions. Donc je le mettrai au-dessus de Syrah pour le coup. Ensuite, on va faire Nevenka, qui est l'un des starters de chez Lyra. C'est un personnage qui se suffit à lui-même, mais dont la problématique est l'aléatoire. Autant si on ouvre des cartes qui disent vos lancers de dés gagnent +1, bah elle est viable, parce que ça veut dire qu'elle donnera un boost à chaque tour, ou qu'elle peut permettre d'ancrer. Qui sont des pouvoirs assez forts. Mais le côté aléatoire, le côté de je sais pas ce que je vais ouvrir, et le côté de si je fais un, je perds mon expédition, voire les 2 expéditions, et ciao, c'est peut-être la partie, et c'est peut-être la fin du game. Bah je la mettrais... J'hésite franchement à la mettre en C, parce qu'elle est hyper dépendante des cartes qu'on aura en vrai. Hein. Et si on a autant si en starter, je pense qu'en starter boosté, elle peut avoir son efficacité parce que dedans il y a les permanents qui permettent de lancer 2 dés et de choisir le dé qui nous intéresse. Donc ça peut nous permettre de choisir si on fait un 5 et un 6, typiquement on peut choisir si on veut ancrer le personnage ou si on veut le booster. Donc c'est très fort. Et si on fait un 1 et un autre chiffre, bah ça peut nous permettre d'éviter d'envoyer le personnage en réserve. Donc ça peut être fort et je pense qu'elle peut avoir sa place, peut-être pas en A mais en B si jamais on prend le starter Lyra. Par contre si on prend pas le starter Lyra, et qu'on ouvre ce personnage-là dans notre scellé, bah, je pense qu'il est très mauvais. Ou alors, il faut avoir eu des martingales en rare qui disent tant qu'elle est en jeu, quand vous lancez un dé, vous faites +1 sur le dé. Donc, si on a des martingales rares, qu'on ouvre des martingales rares, ouais, c'est jouable, mais sans ça, c'est injouable. Et en starter, ça peut être jouable, mais c'est pas forcément efficace. Mais comme on peut mixer les factions, en starter, je pense qu'elle est plus jouable qu'en scellé. Donc si on considère un peu les deux, je pense qu'en starter boosté, elle serait peut-être plus en B, en B assez haut, potentiellement en A mais très bas, de par le fait qu'elle puisse donner un +1/+1 un peu gratuitement. Du coup, vu qu'en scellé elle est très mauvaise, moi en scellé je la mettrais en C à coup sûr quasiment. Du coup je la classerais bien en B, pour en tout cas cette
Ces deux modes là, c'est un peu une moyenne des deux modes, je la mettrais bien en B pour ça. Je pense en effet que elle sera de toute façon moins bien que Basira et moins bien que Sierra en starter boosté, si jamais on ouvre Basira par exemple, parce que on trouve plus facilement des cartes qui vont booster les créatures, et je pense qu'on trouve plus facilement des permanents que des cartes qui font que des permanents ou des cartes qui améliorent les jets de dés ou qui font lancer 2 dés. Parce que dans le jeu de base, à part des rares ou des uniques, il n'y a que le permanent qui fait lancer 2 dés, je crois, si je dis pas de bêtises. Il n'y a pas d'autres cartes, il n'y a pas la Martagalra, il n'y a pas d'autres cartes qui jouent avec les dés. Ça veut dire qu'on a 2 cartes potentielles qui peuvent jouer avec les dés. Là où donner des boosts, on va en avoir beaucoup plus. Là où des permanents, bah, il y en a beaucoup plus par faction. Donc je pense qu'elle est moins jouable que les autres. On va avoir après Aurak. Donc Aurak, c'est quand on joue un personnage qui a une statistique de base 0, on gagne un jeton, un marqueur performance. Un jeton performance, un counter performance. Et le matin, si on a 5 marqueurs, on révèle la première carte de la pioche. On peut jouer gratuitement, il me semble. C'est ça, on peut jouer gratuitement. Donc ça permet de jouer des cartes gratuites. On a des cartes qui ont des stats de 0. Je crois que les stats de 0, c'est essentiellement l'IRA. Il peut y en avoir un peu à droite à gauche, typiquement. Il y a la danseuse... la danseuse Bravos, je crois qu'il commence à 0-0 et qui gagne des marqueurs quand elle arrive, etc. Toutes les cartes qui commencent à 0 et qui gagnent des marqueurs, ça compte comme des stats à 0, parce qu'on compte les stats de base. Si après un effet donne des marqueurs, c'est un effet qui met des marqueurs, mais les stats de base sont 0. Donc il existe des cartes qui commencent à 0 et qui gagnent des marqueurs quand ils sont joués. Et bien, typiquement, ces cartes-là peuvent rentrer dans le lot. Donc des cartes à 0, il y en a quand même pas mal. Si on commence avec le deck, typiquement le starter de l'IRA, je me demande même si cette carte-là, en retirant un peu les permanents qui jouent avec les dés, etc., je me demande même si cette carte-là n'est pas plus intéressante parce qu'elle peut permettre potentiellement de jouer des cartes gratuitement et donc de surprendre un peu l'adversaire en disant bah tiens, à tel tour, j'ai un personnage qui arrive gratuitement et pour peu qu'on sorte une des cartes les plus chères du deck qui a des stats de malade, comme Asmodée typiquement, et bah, c'est une carte qu'on a joué gratuitement avec Asmodée qui va faire qui va mettre une pression de fou aux joueurs en face, donc il va être obligé de la jouer et en plus on l'aura joué gratuitement le matin. Ça veut dire qu'il aura la pression dès le début du tour. Donc j'ai presque l'impression que ce personnage-là est plus viable que Nevenka. De pas grand-chose, parce que le problème c'est qu'il faut accumuler les stats, donc il faut jouer quand même pas mal de tours. C'est un peu le même principe que Traced, c'est que si on le fait au tour 5, si on le fait quand on a 5 de mana, c'est en 5 compteurs, donc c'est le tour 5, on va dire si on joue qu'une carte par tour et qu'on gagne qu'un compteur par tour, bah c'est plus efficace que Trace pour le coup, parce que Trace c'est juste on active son pouvoir et on peut piocher, etc. Mais le pouvoir de Trace c'est je pioche, donc je fais de la plus-value en carte, mais je fais pas forcément gagner l'expédition. Que elle, pour le coup, elle peut potentiellement faire gagner l'expédition. Donc je pense que c'est plus valuable que Trace. Donc je la mettrai en B, devant Nevenka. Peut-être pas en A parce que c'est hyper dépendant des cartes à 0 et que ça demande un petit peu de temps à setup, ou alors on a des petites cartes qui coûtent pas cher et on peut en jouer et les enchaîner. Et dans ce cas-là, on va monter les compteurs rapidement. Mais comme c'est dépendant de ça, de la courbe de mana, des cartes qu'on va ouvrir, je pense que c'est pas forcément A, mais par contre c'est au-dessus de Nevenka. Moi je le vois comme ça. Parce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire si vous pensez que je me trompe. Hein. Ça c'est pour Aurak. Ensuite on a Fen. Alors Fen, je vais être un peu biaisé parce que pour moi Fen c'est mon personnage préféré. Mon héros préféré. Mais sur le principe, Fen, elle a besoin de rien comme combo ou quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de personnage à 0, on n'a pas besoin de jouer des cartes machin pour faire des compteurs. Donc moi je la mettrais déjà assez haut dans le classement. C'est minimum B, mais pour moi elle est déjà en A minimum. L'inconvénient de Fen, c'est quoi? C'est que on perd du choix qui peut être impactant de ce qu'on va mettre en mana. On n'aura pas le choix de prendre la première carte de la pioche et de la mettre en mana. En scellé, j'ai peur que ça
ça soit un peu plus punitif qu'en construit. Parce qu'en construit, on va faire en sorte que notre deck ait que des cartes de valeur, qui ait que des cartes qui soient effectives, qui aient une efficacité. En scellé, le problème, ou en starter boosté, c'est la même chose, parce que les starters sont très bien de base, mais ils sont pas forcément non plus hyper quali, parce qu'on va avoir beaucoup de cartes qui n'ont pas forcément d'effet. Bah, si on met une carte qui a des effets qui auraient pu nous aider et qu'on pioche une carte sans effet, bah, malheureusement, on perd beaucoup plus, je pense, en qualité de jeu que en construit. Mais par contre, on gagne gratuitement une carte en réserve, donc on gagne du choix supplémentaire via la réserve. On perd parce qu'on n'a pas le choix de ce qu'on va mettre en réserve, mais on gagne en quantité de play possible. Mais le fait que comme on est en scellé et qu'on sait pas ce qu'on va ouvrir et qu'on n'aura pas forcément que des cartes qui vont avoir un impact, malgré que ce soit un booster, un deck à 30 cartes et que du coup on réduit le nombre de cartes drastiquement, donc on augmente la possibilité d'avoir des cartes qui ont de la qualité de jeu. J'ai peur qu'elle soit un peu que ce soit un peu biaisé par rapport à ça. Je me trompe peut-être, j'ai pas fait de scellé, donc si ça se trouve, avec 30 cartes, on a largement de quoi mettre des cartes hyper efficaces. Maintenant, je ne peux pas le confirmer à 100%. Et c'est pour ça que tant que j'aurais pas fait mon premier scellé, je pourrais pas dire si elle est vraiment viable ou pas. Donc j'ai un petit peu peur de ça, donc c'est pour ça que moi je la laisserai en A, et peut-être un peu en dessous dans le A, donc en dessous de Kojo, parce que même si on garde des cartes à jouer, des nombres, donc des plays possibles, vu qu'on peut perdre grandement en qualité et qu'on n'est pas forcément sûr d'avoir un deck de qualité avec que des cartes qui ont une valeur ajoutée à jouer, pour moi elle est un peu en dessous. Mais je la laisse quand même en A de par le fait qu'elle se débrouille toute seule. On a une carte de plus à chaque tour et donc on a du choix possible quand même. On va attaquer la faction Muna, la faction préférée de Davelf, avec Teja. Teja, bah, c'est un personnage qui suffit à lui-même. Parce qu'il met des boosts à chaque carte qu'on met. Donc en fait, la première carte qu'on joue, elle gagne un marqueur. Ce qui veut dire que si on parle en termes de puissance apportée, à chaque tour, Teja apporte 1-1-1 de stats gratuitement. Pour moi, ça, c'est supérieur à Kojo, parce que c'est gratuit. Parce que c'est tous les tours. Et pour ça, rien que pour ça, pour moi, c'est plus fort que Kojo, parce que ça met une pression à tous les tours. Que peu importe la carte que l'adversaire va nous jouer, on sait qu'elle va prendre plus 1, plus 1, plus 1. Donc même si on est majoritaire d'un côté, qu'on dit ouais je mets ça là-bas, bah, peut-être qu'il va nous jouer une 2-2-2 qui est passé 3-3-3, il passe devant, il peut nous bloquer. Pour moi Teja est un des top, je vais le mettre en S, parce que pour moi c'est un des personnages les plus forts pour le sceller, ou pour même le starter boosté. Notamment que la faction Muna de base a beaucoup d'ancrés. Du coup là, si il y a beaucoup d'ancrés, et ben ça veut dire que les cartes auxquelles on va donner ce boost vont rester un tour de plus, et au tour d'après on rajoute un boost. Ce qui veut dire que le plus-value de plus 1 plus 1 plus 1 qu'on a fait, bah, au tour suivant il va se transformer en plus de plus de plus de, et après on va rester en plus de plus de plus de tous les tours, parce que justement on a la possibilité de les garder, et donc de faire cette plus-value là. Donc de par ce principe là, pour moi elle est au-dessus de Kojo. Et donc je la mets de mon point de vue en S. Pour moi elle est au-dessus des 3 qui sont là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, hein. Et si vous avez des informations ou des idées contradictoires, n'hésitez pas à le dire. Moi, je suis ouvert à toute discussion et à revoir le classement s'il faut revoir le classement. Il n'y a aucun problème. Première carte en S. Ouais, mais attention, parce qu'il va y avoir une carte qui va être très basse de mon point de vue aussi. J'ai déjà pensé à ça. Deuxième carte, c'est Arjun. Et c'est justement lui qui, pour moi, va être assez bas dans le classement, parce que malheureusement Arjun, il a besoin de la réserve, et donc il faut avoir, c'est un peu comme c'était quel personnage, c'était Trace il me semble, qui a besoin de la réserve pour pouvoir faire des choses. Et ben lui c'est pareil. Alors c'est bien, il ancre, il fait garder les cartes, ça c'est cool, mais le problème c'est que il va s'épuiser, parce qu'en fait il défausse une carte de la réserve, et
pour pouvoir en créer un personnage. Alors c'est bien, il va garder un personnage plus souvent, mais il va s'épuiser en ressources. Et pour peu que tu n'arrives pas à ravitailler, bah, j'ai peur qu'au bout d'un moment, en fait, t'aies plus rien en réserve et donc ton pouvoir ne te serve plus. Donc pour moi, c'est le personnage qui se servira le moins possible de son pouvoir. On l'a vu pour ceux qui ont regardé le Master TCG des joueurs du dimanche. Rofelos a tenté un deck avec Arjun. Et en fait, on a vu qu'il s'est extrêmement vite épuisé et qu'au bout d'un moment, son personnage, il s'en servait plus du tout. Donc pour moi, c'est le personnage qui a le moins de valeur ajoutée en termes de pouvoir. Parce que justement, il est pas capable de faire ça à chaque tour parce qu'il a pas assez de ravitaillement, typiquement. Donc je le mettrais en C, voire D. Pour le coup, je le mettrais potentiellement en D quand même. Donc, ça reste... voilà. Parce que typiquement, Hatsadi, dans ce mode-là, si on joue des gros... En fait, typiquement, si on joue des grosses cartes, Hatsadi, il peut être reçu parce qu'il va faire une pioche à chaque tour et il va avoir de la possibilité de jeu. Même s'il est facilement contrable, il peut avoir de la possibilité de jeu. Il n'en aura pas beaucoup, mais il peut en avoir. Donc, il est presque au-dessus en termes de puissance, Hatsadi. Alors que pourtant, c'est le plus mauvais personnage du jeu, en tout cas estimé à l'heure actuelle. Et Hatsadi, là où il peut être plus fort aussi, c'est que, mine de rien, il y a pas mal de cartes qui réduisent le coût de la carte jouée. Et autant réduire le coût, on pourrait se dire, oui, mais s'il a 5 compteurs et qu'il doit jouer une carte à 5, mais qu'on le joue à 4, eh ben c'est pas grave. Si la carte de base vaut 5, ça compte quand même, mais je l'aurais joué pour 4. Donc Hatsadi, il peut avoir une plus-value, parce que comme on mixe 3 factions, s'il arrive à choper des cartes qui réduisent le coût et qui prend que ces cartes-là dans son deck, et qui joue avec ça pour aller chercher des cartes qui sont plus chères, et ben potentiellement il peut être plus fort que Arjun. Parce que justement il est capable d'aller chercher ses marqueurs et de piocher des cartes. Donc Hatsadi, pour moi, les deux se titillent un petit peu là. Dans ce mode-là, je parle, attention. Parce que Hatsadi, après, à côté en construit, c'est très mauvais. J'étais yoé par lui à la première lecture et en effet, Rof m'a fait changer d'avis. En fait, en construit, Arjun, il peut être très fort, mais il faut jouer autour de sa réserve. IP, ouais, j'ai pas compris. Merci. Ouais, mais Arjun en construit, il peut être très fort et pour moi, il est plus haut que ça. Mais en scellé, pour moi, c'est très mauvais parce que comme tu sais pas ce que tu vas ouvrir, si t'es pas capable de jouer avec ta réserve, il va extrêmement vite s'épuiser et après tu ne l'utiliseras plus. En fait, tu pourras plus l'utiliser. Et c'est pas que tu veux pas l'utiliser, c'est que tu pourras pas l'utiliser. Parce que tu n'auras pas de carte en réserve pour. Et pour moi, ça c'est mauvais. Si après tu as des cartes qui permettent de ravitailler à gogo et que tu ravitailles tous les tours et que tu es sûr de ravitailler tous les tours, il peut être bien. Mais c'est hyper indépendant de ça et il faut ravitailler à tous les tours quasi sûr en fait. Donc pour moi, il a pas assez de valeur dans le jeu et tu vas trop vite t'épuiser pour ça. Donc pour moi, je le mets en D dans ce format-là. Je le mets en D et comme je l'ai dit, je pense même qu'Hatsadi peut être meilleur que lui si tu arrives à avoir des cartes de réduction de coût. Donc pour moi, il se valent un petit peu dans ce format-là, mais pour moi, Hatsadi peut être légèrement devant. Écrit sans lunettes, la vieillesse. Ah, on va tous passer par là. C'est pour ça qu'on a des lunettes. Faut pas les oublier, c'est sûr. Rin. Eh ben, Rin, typiquement, dans ce mode-là, je pense que c'est un personnage qui peut être assez bon. Donc Rin, c'est quoi son pouvoir? C'est lorsqu'une de vos expéditions avance grâce à la forêt, on pioche une carte et on met une carte de notre main en réserve. Personnellement, je pense que cette carte peut avoir du potentiel en scellé. La seule chose, c'est qu'elle est limitée, mine de rien, à je crois que c'est 4 ou 5... je crois que des calculs avaient été faits, mais je crois que ça doit être 4 ou 5 pioches maximum. Parce qu'il y a forcément 3 cartes où il y a... Donc c'est 4 pioches, parce qu'il y a forcément 3 cartes où il n'y a pas de forêt. Parce qu'on a forcément une carte qui a un biome aux montagnes, donc il n'y a pas de forêt, donc comme on n'avancera pas grâce à la forêt, on ne piochera pas. Il y a forcément une carte qui a un biome eau, et il y a forcément une carte qui a un biome montagne. Donc comme on a 3 cartes qui n'ont pas de carte de biome forêt, ça veut dire qu'on n'avancera pas sur cela grâce à la forêt, donc il y a 3 pioches de moins par rapport aux 7 biomes qu'il faut, enfin les 7 cases qu'il faut avancer. Donc ça veut dire qu'il va piocher au maximum 4 fois. Là où c'est fort, mine de rien, c'est que si tu arrives à avancer des deux côtés au premier tour avec de la forêt, parce qu'il y a de la forêt au début, et que c'est la forêt qui te fait passer, tu vas piocher 2 cartes, mettre 2 cartes en réserve, ça va être ton tour d'après, ça va être banger. Tu vas avoir du choix pas possible, et tu pourras faire des choses.
Le pouvoir lui-même te fait pas gagner, mais comme il te fait piocher une carte en plus de tes 2 cartes, c'est pas comme Fen typiquement, parce que Fen, elle perd le choix de mettre en mana, donc déjà tu gardes le choix de mettre en mana, tu pioches une 3e carte, là où Fen n'en pioche quand même que 2 en soi, parce que c'est une en mana et une dans la main, et à ravitailler gratuitement. Mais par contre là tu pioches une 3e carte et tu en mets une en réserve. Donc celle que tu mets en réserve, c'est pas une qui vient de ta pioche, donc c'est plus ou moins ce qui remplace un peu le pouvoir de Fen, c'est plus ou moins on pioche une carte de plus. Mais piocher une carte de plus, c'est potentiellement plus fort que le pouvoir de Fen. Le truc qui se passe, c'est que Fen, ça marche à tous les tours quoi qu'il arrive, là où elle, c'est seulement quand elle avance grâce à la forêt. Ça veut dire que si on avance grâce à l'eau ou grâce à la montagne, on ne piochera pas. Ça veut dire qu'il faut focus la forêt. Donc c'est peut-être la petite complexité du personnage, du héros. Mais pour moi, je peux la mettre au même niveau que Fen. Je le conçois parce que c'est une carte en plus. On perd pas le côté qualitatif de choisir notre carte à mettre en mana. Et c'est pas non plus ce qui est le plus compliqué à faire, surtout si imaginons on part sur le starter Muna, on ouvre ça dans les 3 boosters. Alors, malheureusement Teja est plus fort, donc on va vouloir garder Teja en personnage, peut-être, mais Rin est jouable en fait, ça peut se tenter en vrai. Et au pire, si on part sur du scellé, des cartes avec de la forêt, si on a ouvert du Lyra, en général les Lyra ont des stats quand même un peu plus boostés, parce qu'ils ont beaucoup de stats à 0. Du coup, si on ouvre des Lyra avec pas mal de forêt, c'est jouable. Enfin, je pense que ce personnage en scellé peut être efficace. Je sais qu'en construit, il est pas mal, et il est peut-être un petit peu sous-estimé actuellement. Mais déjà en scellé, je pense que moi, il est jouable. Donc je le mettrai personnellement en A. Dites-moi, hein, toujours pareil, si vous trouvez que j'ai tort, n'hésitez pas à me le dire. Expliquez-moi pourquoi, de votre point de vue, j'ai tort. Pour qu'on rehausse et qu'on revoie les personnages. Leur classement en tout cas. On va arriver chez les Ordis. Les Ordis, ils ont ce personnage-là qui est en plus un personnage de starter, qui pour moi, l'équivalent de Teja, mais qui est pour moi au-dessus de Teja. Je vais le mettre pour moi, je vais le mettre en S, je suis quasiment sûr de le mettre en S. Et je le mets au-dessus de Teja, pourquoi parce que, donc, pour ceux qui connaissent pas le pouvoir, c'est qu'à midi, donc au début du tour, avant qu'on commence le tour, pardon, il va créer un jeton dans une expédition. C'est toujours l'expédition héros, il va toujours mettre un jeton dans cette expédition-là. Ça veut dire qu'au début du tour, avant même qu'on commence à jouer, il y a déjà une menace de 1-1-1. C'est un peu le même principe que Kojo, sauf que Kojo c'est un tour sur 2 et c'est 2-2-2. Lui il met une menace à tous les tours de 1-1-1. Ça veut dire que de base, on sait qu'il va avancer d'un côté si on fait rien. Donc il met une pression. Déjà, on sait qu'elle va mettre une pression parce qu'elle va donner 1-1-1 de force à une créature. Donc on sait qu'elle va faire plus ou moins la même chose. Mais sauf que Teja, c'est sur le même personnage. Ce qui veut dire que si on gère ce personnage-là, elle perd son avantage du plus 1 plus 1. Enfin, du 1-1-1 en plus. Là où Ordis, vu que c'est un jeton qui arrive, ça veut dire que c'est un personnage à côté, et après on commence à jouer, ça veut dire que le 1-1-1 ne sera pas lié au personnage qu'on va jouer, il sera dissocié, ce qui veut dire que si on gère le jeton, on perd l'avantage du 1-1-1, mais on garde la créature. Si on gère la créature, on a toujours le 1-1-1 en jeu. Là où Teja, si la première carte jouée est boostée, donc elle donne l'avantage, mais si on gère cette créature-là, on a géré et le bonus de Teja, et la créature. Et donc elle perd tous les avantages qu'elle avait. Donc c'est pour ça que pour moi, Sigismar est au-dessus de Teja, à cause de ça. Le fait qu'en plus il y ait une menace à chaque tour, c'est au-dessus de Kojo, clairement. Kojo, potentiellement, on peut le remonter en S, mais c'est un S très bas pour moi. Ou alors c'est un A plus haut, peut-être devant Soubash. Mais typiquement, c'est plus fort que Kojo parce que c'est à tous les tours. Là où Kojo, ça va être un tour sur 2, on va avoir une petite menace. Donc si on affronte un Kojo, typiquement, on va avoir un tour plus fort que Kojo. Et un tour où on va être un poil plus faible que si j'étais un autre personnage. Mais parce qu'on n'a que 1 de différence. Donc ça réduit la force de Kojo sur son tour fort. Et en plus, ça lui met une menace sur son tour faible. De base. Donc c'est pour ça que pour moi, Sigismar est le meilleur personnage à l'heure actuelle pour le mode scellé ou starter. Surtout si on part en starter, vu que c'est le personnage déjà de base, on sait qu'on l'a. Et dans les starters, il y a des cartes qui permettent de booster les créatures qui arrivent en jeu. Notamment un permanent qui dit que
À chaque fois qu'une créature entre en jeu, elle prend un marqueur +1 +1. Donc on peut limite perdre du temps à mettre ce permanent là, et on peut dire après à Sigismar, bah, au début de mon tour, j'ai tout le temps une 2-2-2. Et à ce moment-là, ça contre complètement Kojo. Donc dans un starter boosté, je pense que Sigismar restera le héros le plus fort, de par ce permanent-là qui est de base dans le deck. Sur un scellé, il restera fort, parce que pour moi, il est au-dessus de Teja, de par cette différenciation entre jeton et boost, qui rend le jeton plus fort que le boost. Donc pour moi, il sera toujours en S, mais il sera devant Teja. En deuxième personnage, on a Waru et Mac. Waru et Mac, en scellé et en starter boosté. Autant en construit, c'est l'un des meilleurs à l'heure actuelle, si ce n'est le meilleur. Autant en scellé et en starter boosté, pour moi, il est en dessous. Il serait pour moi soit au niveau de Trace en C, soit en B. Pourquoi? Parce qu'il est dépendant des bureaucrates, donc il faut avoir des bureaucrates. Et la force de Waru, pour que ce soit vraiment efficace, il faut que ce soit des bureaucrates qui aient un effet en restant en jeu ou un effet quand l'expédition n'avance pas. C'est quoi le pouvoir de Waru? C'est que quand on joue un bureaucrate, on a le choix, on peut l'endormir. Donc endormir, ça veut dire qu'on ne compte pas ses stats. Ça veut dire que pendant un tour, le bureaucrate restera en jeu, mais on ne comptera pas ses stats. Au début du tour, donc à midi, si on a un bureaucrate en jeu, donc ça veut dire que si on a endormi un bureaucrate, on lui a retiré son jeton, donc il redevient actif, mais il sera toujours en jeu dès le début. Et si on a un bureaucrate en jeu dès le début, on peut créer un 1-1-1. Mais ça ne marche que si on a des bureaucrates, et pour moi, même si on a des bureaucrates mais qui n'ont pas de pouvoir, bah, si c'est juste pour avoir un 1-1, ça veut dire qu'on va potentiellement donner 2 expéditions dès le début à notre adversaire, s'il joue des petites cartes, pour potentiellement en avoir une ou gagner 2 au tour d'après, donc juste revenir à égalité. Et ça, c'est si l'adversaire n'a pas de quoi contrer l'avancée d'expédition. Parce que si l'adversaire n'arrive à en contrer qu'une, on a quand même pris du retard. Et c'est hyper dépendant des Robins des Bois pour ralentir l'adversaire. C'est hyper dépendant un peu des quelques sorts de contrôle qu'on peut mettre dedans. Donc je pense que Waru, en scellé, est beaucoup plus bas que ce qu'il est en construit. Je sais pas si je dois le mettre en B ou en C. Parce que mine de rien, Trace doit jouer avec la réserve. Je pense que c'est quand même plus simple à faire que Trace. Mais je pense que c'est typiquement moins efficace qu'une Nevenka, parce que Nevenka, à tous les tours, elle peut faire quelque chose. Là où Waru, s'il a pas de bureaucrate, il ne sert pas à grand chose. Et son pouvoir ne sera pas utile. Donc, je le mettrais personnellement soit en dessous de Nevenka, soit au-dessus de Trace en C. Je vais le laisser en C, parce que typiquement pour moi, Nevenka, c'était déjà le bas du C. Donc, je vois pas ce qui peut aller après. Gulrang. Gulrang, c'est déjà un personnage qui est difficile à construire en construit, typiquement. En gros, elle dit quoi? C'est lorsque vous créez un jeton, il gagne un boost. Donc c'est un peu la même chose que ce que fait le permanent, sauf que ça marche qu'avec les jetons. Par contre, tant qu'on a moins de 8 heures de mana, nos jetons, les jetons boostés, donc ceux qui ont des marqueurs, ils ont défenseur. Ça veut dire qu'ils ne font pas avancer l'expédition. La force compte, c'est l'opposé, enfin pas l'opposé, mais c'est la différence avec l'endormi, c'est que l'endormi, le personnage restera, mais on ne comptera pas sa force. Là, le personnage ne restera pas. Par contre, on va compter sa force, mais on n'avancera pas si on est majoritaire. Donc ça va booster des jetons, ça peut nous apporter, si on est capable de générer beaucoup de jetons, ça peut nous apporter de la force pour contrer notre adversaire. Mais tant qu'on n'a pas 8 de mana, on ne pourra pas avancer avec nos jetons. Donc c'est compliqué. Parce que 8 de mana, c'est long à atteindre, parce qu'on commence avec 4, je rappelle. Ça veut dire qu'il faut attendre... le premier tour, on commence avec 3, pardon. Et après, derrière, il faut attendre 5 tours de plus. Donc ça veut dire que c'est au 6e tour qu'on a 8 de mana. Et là, on commence à être efficace avec des jetons. Est-ce qu'à ce moment-là, on ne sera pas déjà épuisé à avoir joué tous nos jetons, surtout en scellé, où il faut avoir ces cartes-là? J'ai peur que si. Donc pour moi, elle va aller dans la catégorie D avec les autres en dessous, parce qu'elle est hyper dépendante des cartes qui génèrent des jetons, et qu'elle est extrêmement lente pour pouvoir nous faire gagner.
Après, je me trompe peut-être, parce que mine de rien, on peut tout mettre d'un côté avec nos cartes et avec les autres, les jetons, bloquer une expédition à côté. Et peut-être avancer que de 1, que de 1, jusqu'à ce que les jetons soient débloqués, mais pour ça, il faut avoir des cartes efficaces. Donc je la mettrais peut-être en C à la limite, parce que je pense qu'elle reste... On peut construire quelque chose en scellé, mais je pense que ça reste compliqué. Donc je vais la mettre en C, mais ça sera le bas du C. De mon point de vue, en tout cas. Là, on a Feur 10. Donc du coup, n'hésitez pas, pareil, encore une fois, si vous voyez, si là pour vous, il y a des choses qui vont pas, n'hésitez pas à me le dire, qu'on repartage, qu'on échange, et qu'on voit ensemble si on remodifie un peu la tier list. On va arriver sur les Izmir, avec Akesha, qui est le héros du starter de base, qui se suffit à elle-même, parce qu'en fait son pouvoir suffit juste d'être premier joueur, et on peut dire bah tiens c'est à toi de jouer. Donc c'est pas un gros avantage, et donc là on pourra juste construire ce qu'on veut autour de ça. Peut-être plein de petites cartes pour le laisser voir ce que fait l'adversaire, peut-être du contrôle pour dire tiens c'est à toi de jouer, ah t'as fait ça, bah tiens je fais ça. Izmir, c'est pas, je me suis pas encore focalisé vraiment sur cette faction là, enfin il y a plusieurs factions sur lesquelles je me suis pas focalisé. Mais Izmir, autant Izmir me plaît beaucoup, autant j'ai focus Lyra essentiellement là, parce que c'est ce que je joue pour le moment. Izmir, j'ai encore du mal à vraiment tout doser. Je pense que celle-là, en construit, elle peut être pas mal si on a pas mal de sorts pour... soit des sorts à jouer, soit vraiment une efficacité, type des cartes qui gardent les jetons boostés, des cartes qui gagnent du ancré, et comme on peut mixer des factions dans ces modes-là, je pense que, mine de rien, Akesha peut avoir du potentiel. Je ne saurais pas réellement juger le potentiel qu'elle pourrait avoir, mais je la vois bien en B. Je la vois bien en B parce que justement, comme on peut mixer les factions, on peut avoir des cartes qui sont vraiment efficaces, soit en jeu avec du ancré ou avec des boosts, soit un peu de contrôle, et de laisser faire son adversaire en premier, ça peut être vraiment pas mal. Parce que là, typiquement, avec Akesha, vous jouez tout le temps deuxième. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc après, ça va être juste dans la réaction. Il faut avoir des cartes qui vous permettent de bien réagir face à votre adversaire. Donc je pense qu'elle peut être dans les B. Ouais, mixer avec des cartes Bravos, ça peut être fort. En sachant qu'elle a déjà, dans les transfuges, elle a déjà des cartes Bravos dedans. Notamment la... Je sais plus si c'est la danseuse de l'âme, ou je sais plus comment ça s'appelle. Danseuse... je crois que c'est danseuse de l'âme, ou... qui commence à 0, qui a guéri, et qui perd le fugace tant qu'elle a pas 4 marqueurs. Je crois qu'il y a une ligne comme ça. Donc il y a moyen de faire des choses, et elle peut être pas mal aussi, je pense, soit avec du Muna potentiellement pour avoir du ancré, pas avec du Axiom en vrai, mais ouais, je pense qu'elle a un petit potentiel. Elle a un petit potentiel. Je la mettrais avant Nevenka, peut-être même avant Aurak. Je sais pas trop. Aurak, je pense que elle est peut-être plus jouable, en tout cas son effet de pouvoir est plus intéressant que d'être dans la réaction. Surtout quand être dans la réaction, il faut surtout avoir des cartes qui permettent de faire des choses quand on est en réaction. C'est-à-dire du sabotage, si on joue un sort, du sort de contrôle, c'est-à-dire renvoi dans la main, défaussé, etc. Par exemple, un sort qui donne renvoi dans la main, c'est trop bien. Parce que le mec, il a joué son truc, tu dis, ah bah non, renvoi dans ta main. Et comme vous pouvez lui laisser jouer d'abord, ben vous pouvez jouer en fonction de ça. Et ce qu'il faut savoir aussi avec elle, c'est que c'est pas parce que vous êtes au début de votre tour que vous devez absolument faire le après vous. Vous pouvez très bien jouer une carte sabotée pour saboter une carte qu'il a en réserve tout de suite parce que vous voulez pas la voir. Il va après, donc vous lui repassez la main, donc il va jouer. Et quand ça revient à vous, vu que c'est vous qui avez le jeton premier joueur, vous êtes toujours premier joueur, vous pouvez très bien dire bah non, en fait, après toi. Donc c'est son pouvoir, il est bien pour ça aussi. C'est que je pense que les gens, en tout cas, qui n'ont pas une vision d'ensemble du jeu, en tout cas pour le moment, se disent, bah en fait, après vous, il faut que je joue au début pour lui redonner la main. Mais pas forcément. Pas forcément. Si jamais il y a une carte qu'il faut absolument virer dans sa réserve, et ben si vous avez une carte sabotée en main, jouez-la tout de suite. Et de toute façon, vous pouvez lui repasser la main au tour d'après si vous avez le jeton premier joueur. Parce que ça dit juste, après vous, vous pouvez seulement activer cela si vous êtes le premier joueur. Ça veut pas dire si vous êtes le premier à jouer pendant ce tour-là. Il faut juste être premier joueur. C'est tout.
Donc, si vous achetez si vous achetez le premier jour, vous pouvez très bien jouer une carte, deux cartes, et à la troisième, vous avez encore une carte en main, vous avez peut-être un sort de contrôle et une carte de personnage, et vous voulez voir ce qu'il va faire avec le mana qui lui reste, bah vous faites, vas-y, joue. Et là, vous attendez de voir et vous réagissez en fonction d'eux. Donc, là, vraiment, pour moi, elle a vraiment le potentiel. Bah, ce qu'il faut faire dans la majorité des cas, en général, on va avoir tendance à vouloir passer dès le premier tour. En vrai, pour laisser la temporiser, ouais. Mais je sais pas si c'est dans la majorité des cas. Pour moi, moins tu utilises de mana pour temporiser ou pour jouer des cartes, et mieux c'est. Parce que si tu fais 1 plus 1 et que l'autre en face il fait du 1 et du 1, bah en fait il va temporiser au même niveau que toi. Donc si t'as rien à saboter, pour moi tu peux te permettre de passer et c'est lui qui commence à dépenser avant que toi tu commences à dépenser. Donc pour moi c'est plus avantageux des fois de le faire dès le début. Et souvent on va vouloir le faire je pense dès le début pour se dire ah, tiens je veux que tu dépenses ton mana avant moi. Et comme ça ce sera peut-être lui qui sera à court de mana avant toi. C'est surtout ça qui est important. Et par contre si tu as quelque chose à saboter, il faut pas attendre. Parce que si tu lui passes la main, il va avoir la possibilité de le jouer et tu ne pourras pas le saboter. C'est surtout dans ces conditions-là. Pareil, s'il a une carte qui est ancrée et que tu veux pas, tu veux pas qu'il l'ancre. C'est bidon parce que tu veux qu'il ancre une carte qui est déjà en jeu avant de le saboter ou avant de le virer parce que ça lui fait perdre la carte qu'il a jouée pour saboter. Je m'explique. Si par exemple, il a un personnage qui a une force de 5-5-5 qui était ancré au tour d'avant, qui a pu ancrer à ce début de ce tour-là, et tu dis, ouais, il faut que je le dégage. Et ben, vaut mieux attendre la fin du tour pour le dégager, parce que si c'est une 5-5-5, il va vouloir potentiellement essayer de la gagner et de la garder encore pendant le tour, à la fin du tour, pour le tour prochain. Donc si tu attends, il va claquer son mana pour lancer son sort, ça veut dire que tu vas faire en sorte qu'il utilise son sort avant de lui avant de lui faire défausser la carte qui est ancrée. Ce qui veut dire qu'il a gâché du mana sur un truc qui ne lui sera pas utile. Et donc en plus, donc déjà il a perdu une utilisation du sort. Pour peu que le sort soit fugace, va dans la défaut, donc il l'aura pas. Et même si ça va dans la réserve, au moins il a claqué une utilisation pour rien. Donc c'est bien de faire ça comme ça aussi. Mais en effet, pour le saboter, il faut le faire, je pense, tout de suite, faut pas attendre, et après tu lui redonnes la main. Mais pour moi, voilà. Donc Akesha, pour moi, elle a un bon potentiel. Je la vois pas forcément très haut. Je sais, après j'ai du mal à estimer parce que je connais pas forcément toutes les cartes qu'il y a dans le starter par exemple. Mais oui, je la mettrai en B. Je la mettrai en B. Après, on va avoir Lindy Way. Lindy Way, pour moi, c'est un personnage très difficile à construire parce que ça a besoin. Parce que déjà de base dans le construit, je trouve qu'il n'y a pas assez de cartes qui sacrifient pour vraiment y profiter du pouvoir du personnage. Donc le personnage c'est quoi? On peut créer un personnage, un jeton compagnon 000 qui s'appelle Mo dans votre expédition compagnon. Et il a un pouvoir qui dit lorsque vous sacrifiez un personnage, je gagne 2 boosts. Donc c'est très bien parce que en sacrifiant une petite créature par exemple, on pourrait faire gagner 2 boosts à Mo et donc il pourrait devenir vite très fort. Sauf qu'il restera un tour, il faudra le recréer au tour d'après et en plus il faudra resacrifier des créatures, etc. etc. Donc c'est assez compliqué. Cette action coûte 1 de plus si on n'est pas le premier joueur, ça veut dire que ça coûte 1 pour créer le jeton 000 si on n'est pas le premier joueur. Et du coup, il faut avoir des cartes à sacrifier lors du tour où on n'est pas premier joueur pour pouvoir commencer à donner du 2 de boost. Le problème que moi j'ai avec ce héros là, c'est que il se suffit pas lui-même, en fait il est dépendant des cartes. C'est-à-dire que si le truc disait vous vous engagez, vous créez votre jeton 000 et tu payes 1 à la limite quand t'es pas premier joueur, ok. Mais que typiquement tu as un autre effet qui dit vous pouvez payer 1 et sacrifier une de vos créatures, ça serait mieux. Parce que tu pourrais sacrifier n'importe laquelle. Et donc tu pourrais jouer plein de petites créatures et dire je sacrifie, je booste mon mot, je sacrifie, je booste mon mot. Là le problème c'est qu'on est dépendant des cartes qui ont des effets de sacrifice. Et il n'y en a pas beaucoup actuellement dans le jeu. De ce principe-là, vu que c'est dépendant de ces cartes-là, le pouvoir de ce personnage-là n'est pas assez fort et je le mettrai en D. Je le mettrai clairement en D. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de cartes. Créer une 0-0, ça ne sert à rien, à moins qu'on est capable de la booster autrement. Pourquoi pas, à la limite. Mais pour moi, c'est pas assez efficace dans du CD où on n'aura pas ce qu'on veut forcément. Donc pour moi, je la mets en D.
le dernier héros, c'est Aphanas, qui est actuellement un des... Pareil, il est assez réputé dans les construits. Qui lui peut avoir son potentiel. Son pouvoir, c'est quoi? C'est lorsque vous jouez un sort, un personnage ciblé gagne... que vous contrôlez gagne un boost. Donc il peut avoir du potentiel, mais je pense quand même qu'il sera en dessous, parce que il faut qu'il joue un sort, il faut qu'il ait un personnage déjà en jeu. Les sorts, il y en a pas mal, c'est pas le souci, on en aura des sorts. Des personnages, on en aura aussi, mais des personnages il va falloir ancrer avec des sorts, donc il faudra jouer du Muna avec celui-là pour que ce soit plutôt efficace. On pourra booster avec des sorts, donc il faudra jouer peut-être du Bravos. Donc en fait, pour moi, il va être bien avec Muna Bravos, parce qu'il faut pouvoir ancrer et booster. Mais il faut jouer des sorts, ça veut dire qu'il va falloir jouer beaucoup de sorts pour profiter de son effet. Typiquement, avec ce personnage-là, je pense qu'il faut jouer au minimum un tiers de sorts. C'est-à-dire que sur 34, il faut en avoir 10. Ça fait beaucoup, ça veut dire qu'on n'aura que 24 personnages qui sont vraiment efficaces. Donc ça peut se faire, mais je sais pas si c'est vraiment efficace en scellé. Ça dépendra aussi beaucoup des sorts qu'on va ouvrir. Après, si on prend typiquement Bravos, si on prend le deck de Bravos et qu'on arrive à choper Aphanas, ça peut potentiellement être plus efficace que Kojo. Et encore, et après il faut juste remplacer des cartes ou mettre des sorts à la place. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je le mettrais potentiellement en B. Potentiellement en B mais assez haut, mais je le vois pas en A. Au vu des personnages qu'on a mis, qui beaucoup se suffisent à eux-mêmes, ou on est sûr de pouvoir le faire quasiment à chaque fois. Lui, comme il est dépendant des sorts, même si on sait qu'on en aura, ça peut être un fin de A, c'est-à-dire en très très bas en A, ou en assez haut en B. Moi personnellement, là actuellement, je le verrais en B, je le verrais peut-être au-dessus de Bazira ou au même niveau que Bazira, parce que c'est un peu le même principe que Bazira en vrai. Sauf que Bazira, il n'a pas besoin de jouer de sort pour booster, il faut juste que la carte se booste elle-même. Et si elle se booste elle-même, il peut donner un boost à une autre créature. Donc soit la carte qui se booste elle-même, soit une autre créature. Là où Aphanas, il faut déjà qu'il joue une créature, puis après qu'il joue un sort pour continuer de booster la créature. C'est gratuit aussi, vous me direz. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Pour moi, les deux se valent en vrai. Pour moi, les deux se valent. La différence, c'est que Bazira, il peut le faire qu'une seule fois par tour, là où Aphanas, s'il a suffisamment de mana et suffisamment de sorts en main, il peut le faire plusieurs fois par tour. Donc si je devais faire un top tier des héros pour du scellé ou pour du starter boosté, donc en termes d'efficacité, voir s'ils suffisent à eux-mêmes, si ils ont un avantage qui permet de faire avancer ou pas. Enfin, ça, moi je mettrais comme ça, c'est-à-dire Sigismar déjà en top S, Tsubash, Kojo, Fen et Rin en A, Aphanas, Bazira, Sierra, Aurak, Akesha et Nevenka en B, Waru, Treist, Gulrang en C, et Hatsadi, Arjun et Lindiwe en D. Voilà. Ça serait mon classement un peu final. Pour, encore une fois, pour le mode scellé et pour le mode starter boosté. Dites-moi ce que vous en pensez, faites-moi un retour par rapport à ça. Dites-moi si vous voyez peut-être des positions qu'il faudrait modifier, que vous estimez qu'il faudrait modifier. Mais ouais, c'est ce qui me semble le plus. Reste plus haut, tu verrais. On parle bien pour du scellé et du starter boosté. Hein. Et pourquoi tu mettrais Reste plus haut? En fait, le problème de Traced, ce que j'avais dit, moi, le problème de Traced en scellé et en starter boosté, bah, tu pioches beaucoup, tu pioches que seulement quand tu as tes 5 marqueurs. Donc, même si tu prends des trucs pas chers, le problème, c'est que tes trucs pas chers vont te permettre d'avancer. Quand les mecs vont commencer à sortir des. Quand les mecs, par exemple, les Sigismar te sort des. Ouais, mais ça veut dire que tu commences avec le starter Bravos. Ah, ça, c'est un starter boosté. C'est que si tu commences avec le starter Bravos. Et un scellé, il faut que tu ouvres le starter. Il faut que tu ouvres le Bastion Bravos, pardon.
C'est-à-dire qu'en scellé, si tu n'as pas le bastion Bravos, tu n'es pas suffisamment efficace. C'est pour ça qu'en fait je l'ai mis basse, parce qu'en fait elle est dépendante de ce qu'elle va ouvrir. Il faut qu'elle ait... Ouais c'est ça, c'est pour ça que je l'ai mis aussi basse. Parce que pour moi elle est hyper dépendante de pouvoir remplir sa réserve et d'avoir ces synergies qui sont liées avec Bravos ou des synergies qui vont être avec la réserve. Et c'est pour ça que moi je l'ai mis basse à cause de ça. Je sais que c'est très fort, hein, stress, mais je trouve qu'en scellé, c'est vraiment compliqué. Ouais, clairement. Mais c'est comme beaucoup, hein, que si Warou, tu ouvres des Robins des Bois, Warou, je l'ai mis bas, mais si tu ouvres des Robins des Bois, Warou, pour moi, il remonte. Hein. Il va remonter, clairement. Mais ça dépend vraiment. Mais le problème, c'est que c'est dépendant, hyper dépendant de ce que tu joues, en fait. Et Trey, je pense qu'elle rentre un peu dans cette catégorie-là. Mais en effet, elle pourrait être en... Elle pourrait se retrouver en B, mais vraiment fin du B, pour le coup. Hein. Parce que c'est comme elle est hyper carte dépendante, voilà. Mais on peut en effet la mettre en fin du B ou début du C. Il faut qu'elle soit devant Warou. Là, c'est vraiment, pour moi, elle est vraiment à la limite. Hein. C'est comme Afanas, hein. Il pourrait potentiellement être A s'il a des bonnes synergies un peu à droite à gauche. Quoi. Mais ça marche un peu avec tout le monde en vrai. Hein. Parce que si Nevenka, elle a les martingales rares et elle a le bastion qui permet de lancer 2D, moi je les mets au-dessus. Hein, parce qu'elle va pouvoir ancrer facilement, mettre des marqueurs gratuitement. Et elle choisira en plus, elle pourra le faire en tout dernier au plus à la fin de son tour, donc elle pourra vraiment être beaucoup plus haute. Mais oui, en effet. Reste, ouais. C'est possible, on peut la mettre en B, on va la mettre en fin du B. En fin du B, parce que si elle a ses synergies, elle va même passer A si elle a sa synergie, en vrai. Donc ça, voilà. Donc, à la limite, si on retouche un petit peu, c'est juste on remonte Trest en B, mais fin du B. Parce qu'en effet, avec ses synergies, elle est forte, mais sans ses synergies, elle est basse. Ce que je vous propose, vu qu'on a fait maintenant une tier list un peu des héros, bah, c'est qu'on voit, on essaye de voir un peu pour chaque héros, quelle faction pourrait être idéale à jouer avec ce héros-là. Alors, encore une fois, c'est subjectif, c'est selon mon point de vue, et c'est aussi pareil en fonction de ce que vous allez ouvrir. Parce que si vous n'ouvrez pas les cartes qui vont dans la synergie du héros, bah forcément vous aurez des problèmes. Mais il y a des fois des choses qui peuvent arriver qui peuvent être qui sont un peu évidents, on va dire, dans certains cas. Si on prend Sigismar typiquement, bah forcément on va jouer Ardis. Ça c'est la première couleur qui sera un peu obligatoire parce que ça sera notre héros. Bravos, je pense que ça peut être très bien parce que ça va pouvoir booster à gogo à droite à gauche et potentiellement donc booster des jetons. Il y a pareil, on peut, si on a le Bastion Bravos qui est de toute façon une carte assez forte, et ben les cartes qu'on jouera de la réserve reboosteront. Donc c'est quelque chose qui reste assez fort. Et derrière, de toute façon, je pense que si on regarde un peu tous les héros, je pense que par défaut, Bravos reste pas mal. Mouna reste pas mal, parce que ça ancre pas mal. Je pense que Lyra peut être pas mal aussi, de par ses effets de soutien, où elle a quand même pas mal de cartes qui ont des effets de soutien qui ancrent. Ou qui réduisent les coûts. Donc rien que déjà de réduire les coûts, je trouve que c'est pas mal. J'ai l'impression que Lyra reste une bonne faction un peu secondaire ou tertiaire à mixer. J'ai très peu joué Izmir. On va essayer de voir un peu les cartes qui existent en Izmir. Mais comme j'ai très peu joué, je saurais pas dire s'il y a vraiment des cartes utiles ou pas, ou très utiles ou pas en Izmir. Hop là, je vais regarder Izmir un petit peu, les cartes. Ok, on a des bons sorts de contrôle en Izmir quand même, mine de rien. Et en termes de sorts de soutien, qu'est-ce qu'on aurait? C'est la danseuse de l'âme qui gagne des marqueurs, hein, qui est à 0-0-0. On a qui permet de renvoyer des cartes de votre réserve en main. On a ça, on a de la réduction des prochaines cartes aussi, on a du ancré. C'est vrai qu'en vrai, on a un peu tout partout. Même si j'ai l'impression que c'est pas mal des réductions de coûts et peut-être des réductions de coûts des sorts. Ils ont de la pioche, ils ont aussi de la pioche en coût de soutien. Réduction des sorts. Ouais, c'est pas... J'ai pas l'impression que ça soit
Vu que c'est très ciblé sur les sorts, j'ai pas l'impression que ça soit la meilleure faction à mettre en secondaire ou tertiaire, sauf si on est sûr d'avoir beaucoup de sorts. Le problème de Lyra à mettre en secondaire, c'est que si c'est des personnages, malheureusement Lyra ils ont beaucoup de personnages à 0 de stats. Donc pour Sigismar, moi je verrais bien du Bravos à côté, parce que Bravos ça booste, c'est très bien. Potentiellement du Mouna si on a des cartes à ancrer, comme des. Je dis une bêtise, si on chope un Robin des Bois, non, parce qu'il faut 3 ou moins. Mais si on a des bonnes cartes à ancrer avec Ordis, bah, ça peut être intéressant d'avoir de jouer Mouna. Sinon, Axiom est très orienté réserve. C'est pareil. Je pense pas que ce soit une bonne faction en secondaire ou tertiaire. Moi, je vois vraiment Lyra, Mouna ou Bravos en général qu'on peut ajouter un peu avec n'importe quelle faction. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, pour Ordis, je pense que c'est Bravos prioritaire. Et après, c'est soit Mouna, soit Lyra. Pour essayer de bénéficier du maximum d'effets de ancré, potentiellement de endormi avec Lyra, qui a pas mal de endormi de son côté. Je pense que ça peut être pas mal. Concernant Teja, bah elle c'est pareil, ça va être Bravos, beaucoup. Et je pense que Lyra peut être un bon atout aussi, parce que comme ils ont pas mal de cartes pour ancrer et qu'on veut garder nos cartes avec Teja, je pense que Lyra est un bon atout aussi pour pouvoir continuer de garder ses cartes et pour continuer de gagner des boosts, notamment avec le sort qui permet de lancer un dé et donner X boost en fonction qui est le résultat du dé à une créature par exemple. Celle-là, on peut, si on arrive à l'avoir, on est content aussi. Donc je pense que Lyra est un bon atout. Et à côté de ça, potentiellement Izmir, pour le coup, parce qu'ils peuvent avoir des sorts qui peuvent justement garder ancré aussi. Donc pour Mouna, j'aurais tendance à dire moi Bravos, Lyra et potentiellement Izmir. Après, attention, ça sera aussi hyper dépendant. À quoi on a aussi Ordis qui a des sorts pour booster qui sont pas mal aussi. Booster toutes les créatures et tout. Alors, booster toutes les créatures, c'est fort si vous arrivez à mettre beaucoup de créatures. Ce qui est faisable avec Mouna en vrai. Hein. Mais il faut réussir à avoir beaucoup de créatures. Avec Axiom. Donc avec les factions Axiom. Comme on joue beaucoup avec la réserve, j'ai tendance à dire que Lyra, Mouna peuvent être avantageux parce qu'ils ont quand même l'aloe vera qui peut ravitailler à tous les tours s'ils arrivent à la garder. On a potentiellement Ordis si jamais on a le permanent qui booste les créatures qui arrivent. C'est un peu gratuit avec Axiom, on met une 2-2-2 et qui est en fait une 3-3-3 grâce au permanent d'Ordis ou au permanent de Axiom, parce qu'ils en ont un aussi. Comme on va jouer pas mal avec la réserve, Bravo c'est pas mal avec si on a le Bastion. Donc en vrai Axiom, là ils ont pas mal de choix. Pour le coup, je pense que c'est une des factions qui a potentiellement le plus de choix d'association de couleurs. Association de factions. Donc vraiment, Ordis, vu qu'on peut pondre potentiellement plein de tokens, si on joue Ordis derrière, qui va pondre des tokens aussi, on a le bastion, pas le bastion, le permanent d'Ordis qui va et booster les robots et booster les jetons que Ordis crée. Le problème du permanent d'Axiom il booste que les robots. Donc mais ça reste quand même une bonne association parce que ça veut dire qu'on va faire un deck un peu jeton, on va spammer le terrain de plein de jetons en mettant des boosts. Bravos du coup pour mettre des boosts et mettre des créatures qui potentiellement peuvent être assez grosses, etc. Lyra qui peut permettre d'ancrer, qui peut permettre de booster aussi à droite à gauche, qui peuvent permettre de faire des choses. Lyra, je pense, comme j'ai dit, je pense que c'est une bonne faction un peu tertiaire pour tout le monde. Pour pouvoir bénéficier d'effets de soutien, parce que j'ai l'impression que Lyra c'est peut-être la faction qui a le plus d'effets de soutien parmi tous ces personnages et toutes ces cartes. Enfin, c'est l'impression que j'ai, en tout cas quand j'ai lisé les cartes, j'ai l'impression d'en voir régulièrement sur les cartes de Lyra, où là tout à l'heure j'ai fait un tour rapidement sur les cartes d'Izmir et j'en voyais pas tant que ça. Donc j'ai l'impression que Lyra joue beaucoup avec les effets de soutien. Donc
ça reste une bonne faction tertiaire. Les choses à jouer avec Lyra, eh ben on va voir. Pour moi, Moona marche bien avec, parce que ça ancre beaucoup. Pour peu qu'on ouvre un festival de Lyra dans notre scellé, bah, ça peut avoir un avantage, et potentiellement on peut le mettre en une fois, vu qu'on va ancrer pas mal potentiellement, endormir pas mal potentiellement avec Lyra, et qu'on rajoute Moona à côté, bah, avoir les conditions pour le festival, c'est quelque chose qui peut potentiellement faire gagner. Voilà, on va pas axer là-dessus, hein, forcément, ça sert à rien. Si vous ouvrez 3 festivals, jouez pas les 3 festivals, ça serait compliqué à vraiment optimiser le jeu pour ça. Mais en avoir un, si vous l'ouvrez, si vous jouez Moona à côté, que vous avez ce qu'il faut pour jouer Moona, en vrai, ça peut le faire. Et du coup, si on part dans cette optique-là, bah, potentiellement, du Izmir, je pense que c'est pas mal pour venir compléter un peu des sorts et avoir un peu de contrôle. Ça peut être bien. De base, Bravos, vu que ça met des marqueurs, ça reste toujours utile. Et ça peut potentiellement pallier aux faiblesses de Lyra qui ont les stats à 0 du coup, parce que si on arrive à mettre des marqueurs, ben on va mettre un point dans la stat qui est à 0. Alors en général, ça suffira pas, il y a peu de chance, en tout cas surtout sur les milieux de partie, fin de partie, là où tout le monde sort des stats avec du 5 de partout, etc. Mettre un en plus sur une stat à 0, ça ne fera pas grand chose. Mais pour le début de partie, potentiellement, ça peut sauver des expéditions ou empêcher des expéditions d'avancer d'un côté ou de l'autre. Donc en vrai, Bravos reste utile. Je pense pas qu'Ordis soit très utile, parce qu'on ne veut pas forcément mettre de jetons. Et les sorts qu'ils peuvent avoir, à part pour les contrôles, potentiellement s'il y a des contrôles intéressants, je suis pas sûr que ce soit les meilleurs. Si on veut du contrôle, il faut mieux mixer avec Izmir, parce que je pense qu'Izmir a les meilleurs sets de cartes sorts qui contrôlent. Lyra on a déjà de base aussi. Et Moona, ça va être surtout pour pouvoir ancrer et potentiellement jouer des créatures, elles aussi, qui vont rester en jeu, etc. etc. Et les factions pour jouer avec Izmir, bah, en vrai, ça dépend. Là, pour Izmir, je pense que ça dépend beaucoup de l'orientation de votre deck. Si votre deck, vous jouez des grosses créatures, vous allez vouloir les ancrer. Si, par exemple, typiquement, vous avez la danseuse de l'âme qui est chez Izmir, alors dans ces cas-là, autant jouer aussi la danseuse de l'âme Bravo si vous l'avez chez Bravo. Donc autant jouer Bravo Izmir. Comme ça, on va pouvoir booster nos cartes mutuellement avec les deux factions qui vont se booster pas mal. Bah vous allez essayer de vouloir garder ces cartes-là. Ou en tout cas leur faire perdre Fugace à un moment donné. Ou réussir à les ancrer pour pas qu'ils partent si jamais ils gagnent Fugace. Donc je pense que Moona peut être une bonne faction en soutien. Un peu en troisième faction. Pour aider Izmir à garder ses grosses créatures s'il arrive à en mettre des grosses. Après, pareil, du coup, Lyra, vu que Lyra a beaucoup d'effets de soutien qui peuvent ancrer, ou elles ont des cartes qui peuvent endormir, bah, Lyra reste aussi une bonne faction pour pouvoir garder nos créatures pour le tour d'après. Donc pour moi, c'est ces factions-là qui peuvent se jouer avec Izmir. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, pas d'accord, ou si vous voyez peut-être d'autres associations de factions qui se font bien, mais j'ai l'impression que ça, c'est un peu les factions comme ça qui vont fonctionner. Après, c'est toujours pareil, c'est dépendant de ce que vous ouvrez. Si jamais là, je vous ai dit, bah, Bravo, c'est fort, Moona, c'est fort avec Izmir, mais que vous avez quasiment pas de Bravos et très peu de Moona, bah, vous allez devoir jouer autre chose. Mais sur le principe, j'ai l'impression que c'est ce qui est fort ensemble. En tout cas, voilà pour la top tier list et les associations de couleurs que je trouve assez efficaces. Je vous ferai un retour de toute façon quand j'aurai fait mon scellé, moi, normalement, le scellé sera le vendredi, j'aurai un starter boosté le samedi, donc le samedi soir. Si je finis pas trop tard, si je suis pas trop fatigué et autres, il y aura un live, et donc je pourrai vous faire un retour sur les deux expériences de jeu que j'aurai eues. Si vous en faites ce week-end, c'est pareil, n'hésitez pas à venir en parler en live et à dire ce que vous avez pensé de ces modes de jeu. Moi, j'ai hâte de voir le starter boosté, parce que je ne connais pas forcément ce mode. Je sais que ça vient un peu de Magic et autres, et j'en ai jamais fait, parce que j'ai l'impression que ça a été un peu mis de côté depuis un moment. Mais en tout cas, j'aime beaucoup cette idée de dire, je pars sur un deck, comme ça peut permettre de choisir ce que je veux comme base, et de l'améliorer, donc devoir réduire les cartes, pour pouvoir
pour pouvoir rendre quelque chose d'assez efficace. Là, à la limite, ce qu'on peut essayer de faire, parce que je vais avoir fini un peu ce que j'ai dit, mais ce qu'on peut essayer de faire, c'est de partir sur un logiciel. Moi, je pensais à Tabletop Simulator, qu'on regarde les decks de démarrage qu'il y a, et qu'on essaie de voir un peu les cartes qui sont pas forcément utiles dans le deck, comme ça, ça peut vous aider. Alors, soit je garde ça pour mercredi, en fonction de l'heure, quelle heure il est, 19h30. Ouais, je vais peut-être garder ça pour mercredi. Peut-être que mercredi, on fera ça. C'est qu'on fera un live où on regardera, on analysera un peu les decks de démarrage de chaque faction, et qu'on essaiera de voir ce que moi j'estime, ou en tout cas ce que vous estimez si on en parle ensemble, de voir les cartes qui sont les moins utiles. Ça, c'est surtout pour ceux qui feront du starter boosté, de se dire, voilà, on regarde les decks, on dit, si je prends tel deck, quelle carte je peux potentiellement retirer pour améliorer derrière. Il y a forcément des cartes qui ont peut-être ce qu'on appelle des effets vanille, donc qui n'ont pas d'effet, qui vont peut-être coûter 3, 4 de mana, et donc du coup vont faire gâcher du mana pour pas avoir d'effet derrière. Bah, on pourra peut-être se dire, celle-là, je peux la dégager. Si je prends tel starter, bah, je peux dégager ça. Il me reste combien de cartes? Il me reste une bêtise, 20. Et bien avec mes 3 boosters, il faut que je trouve 10 cartes pour remplacer les cartes que j'ai retirées. Et donc il faut que j'en trouve 9 pour aller à 29. Et ça permet de voir un peu ce vers quoi on peut partir avec les starters. Que à la limite je peux vous proposer comme dernière demi-heure, c'est pareil, je vais lancer BGA et puis je peux faire un match en ligne. Si jamais il y a quelqu'un qui veut faire un match là maintenant contre moi sur BGA, ça sera avec les starters, parce que tout le moment on n'a toujours pas l'accès à nos cartes et il n'y a plus vraiment de logiciel à part Tabletop Simulator qui permet de jouer. Donc si quelqu'un veut faire un match sur Board Game Arena, je suis disponible, n'hésitez pas à me le dire. Et sinon je vais lancer un match de mon côté, de façon à finir la session comme ça, tranquillement. Alors... Ah, dans les grandes lignes. Ah oui, c'est vrai qu'on peut parler de ça. Alors, la marche à suivre. Je vais changer de scène. Hop. Moi, en général, alors, c'est ce que je fais dans les scellés classiques des jeux de cartes. Des jeux de cartes comme l'Orcana et autres. Et ça sera peut-être un peu différent avec Altern, parce que c'est assez nouveau et la façon de construire est un peu différente. Déjà, on commence avec 3 de mana, donc potentiellement, on peut se permettre d'avoir une courbe de mana un peu plus haute. Alors, en général, on veut pouvoir jouer plein de petites cartes pour dire après toi, et essayer de temporiser la fin de tour pour voir où est-ce que je peux avancer, gratter mes expéditions comme ça. Mais sur le principe, c'est tu ouvres toutes tes cartes. Ce que tu peux faire, c'est potentiellement les trier par faction, faire un paquet par faction, pour voir quelle faction tu as en plus grand nombre. Et regarder un peu rapidement tes cartes et voir lesquelles peuvent être assez fortes ou pas. D'accord? S'il faut les connaître un petit peu. Donc peut-être que vous allez devoir prendre du temps pour lire. Attention quand même, parce que en général, c'est limité à une demi-heure la construction de deck. Donc une demi-heure, ça laisse pas beaucoup de temps de réflexion et autres. Sinon, l'autre méthode qui se fait dans les autres jeux de cartes, en général, c'est tu ouvres toutes tes cartes et tu les tries par coup. Donc là, on va prendre coup de main, parce que c'est la carte c'est comme ça que tu vas la jouer de base, et tu fais une colonne avec que les coups à 1, une colonne que avec les coups à 2, une colonne avec les coups à 3, etc., etc. Ça te permet de voir ce que tu as en plus grand nombre. Si tu les tries un minimum par faction dans les coups à 1, tu les tries par faction, ça te permettra de voir combien tu as de cartes à 1 de telle faction, combien de cartes à 1 de telle faction, etc., etc. Mais tu peux te faire une colonne mais juste tu mets les cartes de la même faction côte à côte. Et tu fais pareil pour la 2, pour la 3, pour la 4. Et comme ça te permettra déjà ne serait-ce que de voir une espèce de courbe de mana, voir ce que tu as le plus en quantité. Donc ceux sur lesquels tu pourras avoir vraiment du choix. Ceux que tu as le moins, pour voir que là, tu n'auras pas forcément beaucoup de choix. Et ce que tu voudras en mettre, bah, tu verras plus tard. Et après, tu vas pouvoir choisir un peu tes factions comme ça aussi. Si jamais tu vois que tu as beaucoup de verts qui apparaissent dans chaque colonne, bah, tu peux te dire, bah, déjà, Mouna, c'est quelque chose d'intéressant à faire. Une fois que tu as fait ça, bah, tu vas commencer à prendre les cartes et tu vas commencer à regarder un peu les cartes. De base, je pense qu'une carte qui est vanille, donc qui n'a pas de pouvoir, il faut pas la prendre. Sauf si les cartes à 1, parce que ça peut permettre de faire du après toi. Mais dès que tu as des cartes, si tu as le choix entre une carte à 1 qui a un pouvoir et une carte à 1 qui n'a pas de pouvoir, il y a de fortes chances que tu vas vouloir prendre la carte à 1 qui a un pouvoir.
Sauf si tu trouves le pouvoir rincé ou qu'il n'est pas utile dans ton jeu. C'est toujours pareil. Ça sera des choix à prendre en conséquence. Et déjà, vu que tu n'auras que 30 cartes, il faut que tes cartes soient efficaces. Ils aient quelque chose. Il faut que ça apporte quelque chose sur le terrain. Quand tu vas la jouer. Les cartes à 1, je pense que c'est celles qui ont un peu le moins d'impact s'ils n'ont pas de pouvoir. Bien que ça peut avoir un peu avoir de l'impact, mais je pense que celles qui ont le moins d'impact, ils sont surtout là pour dire joue une carte à 1, vas-y, c'est à toi de me montrer. Je joue une carte à 1, vas-y, c'est à toi de me montrer, etc. etc. Après, tu as des cartes à 1 qui sont ancrées. Typiquement, l'effet ancré, si c'est natif sur la carte, pour moi, c'est très fort. Pour moi, il faut prendre. Ça reste très fort. Sauf si c'est la couleur que tu as le moins de représenter. Typiquement, Moona, ils ont des cartes à 1 qui permettent d'être ancrées directement. Et si c'est une couleur qui est très peu représentée et que tu dis, bah, je vais pas forcément jouer Moona en troisième couleur ou en deuxième couleur, donc je la mettrai de côté. Mais si tu vois que Moona, tu en as quand même suffisamment et que tu as pas mal de cartes qui disent je gagne ancré quand j'arrive en jeu, ancré, ça reste fort. Ça permet d'avoir des stats qui resteront 2 tours sur le terrain. Et quand tu vas la rejouer de la main, de la réserve, si elle a l'effet flèche, et ben elle va re-être ancrée. Et du coup, elle va rester 2 tours de plus. Donc c'est 4 tours avec les mêmes stats. Donc l'ancré reste fort. Ça, pour moi, c'est un effet qui sera le plus fort en scellé. Un des effets qui sera le plus fort en scellé. Derrière, l'endormi. L'endormi, c'est un peu traître, en fait, je trouve. Si c'est une de tes créatures qui s'endort, bah, c'est un peu traître dans le sens où tu perds la stat pendant un tour. Donc elle va rester 2 tours. Mais elle perd une fois une stat et elle revient après, elle est efficace. Donc si elle n'a pas d'effet quand elle est en jeu et donc au début de tour ou autre, pour moi c'est pas une bonne carte et faut pas la prendre, faut éviter de la prendre. Donc l'effet endormi, ça peut être bien pour du contrôle si tu peux cibler l'adversaire. Mais sinon voilà, c'est tu tries par coup, tu regardes ce que tu as le plus en couleur, tu vois si c'est des associations de couleurs qui se font bien, tu vois si tu as un peu des synergies entre les couleurs que tu vas pouvoir choisir. Tu te limites à 30 cartes, tu ne vas pas au-delà, ça ne sert à rien. Aller à plus de 30 cartes, ça ne servira à rien. Vaut mieux avoir 30 cartes qui sont efficaces et que vous êtes content de piocher que de monter jusqu'à 40 parce que vous avez beaucoup de cette couleur-là, mais d'avoir des cartes qui à un moment donné, vous allez vous dire ah pourquoi j'ai ça, ça me fait chier maintenant. Voilà. Vaut mieux avoir vraiment des cartes qui ont une efficacité. Et comme alterne, on ne perd pas en ne pouvant plus piocher. C'est-à-dire qu'à la meule, dès qu'on peut plus piocher, on reprend la défausse, on remélange. Bah, même si vous ne pouvez plus piocher, c'est pas grave parce que vous allez pouvoir repiocher des cartes qui sont efficaces. Parce que vous savez que votre deck ne contient que des cartes qui ont une efficacité. Donc il vaut mieux se limiter à 30 cartes. Donc ça peut être compliqué des fois parce qu'il va falloir faire des sacrifices, il va falloir choisir des cartes. Et on va se dire ah celle-là elle est bien, celle-là elle est bien, celle-là elle est bien. Mais du coup, il va falloir se limiter. Au niveau de la construction de deck, je sais pas trop. Je pense que si je joue Izmir, je vais monter à 10-12 sorts au grand maximum. Si je joue pas Izmir, je serai en dessous des 10 sorts. Que déjà, quand je regarde les decklists qui existent sur internet, quand on joue d'autres decks autres que Izmir, on a rarement plus de 10 sorts dans chaque faction. Alors, on peut peut-être monter à 12-15 sorts, allez. 15 sorts, mais 15 sorts, et encore 15 sorts sur 39, ça fait beaucoup. Je pense que la moyenne, ça va être 12 sorts dans les decks construits. Donc à 40 cartes, c'est 12 sorts en moyenne, je pense, dans les decks. Donc en scellé, vous avez 10 cartes de moins, quasiment. Vous avez 10 cartes de moins, mais c'est pas quasiment, si vous avez 10 cartes de moins, et ben faut retirer des cartes. Donc c'est peut-être 6 sorts au maximum. Sauf si vraiment, encore une fois, si vous avez un sort qui permet d'avancer, il en existe un. Bah, ça peut valoir le coup parce que même si c'est pas un personnage, c'est un truc qui vous fait avancer à coup sûr. Donc si vous êtes là, je vous dis ok, bah, j'avance en surprise, ça me coûte X, j'avance. Bah, vous n'avez pas joué de personnage, mais vous avez avancé quand même. Donc ça reste quelque chose que je considère un peu comme un personnage en vrai. Ça vous permet d'avancer. Et comme les personnages, c'est ce qui vous permet d'avancer, pour moi, on se limite à 6, allez, peut-être 7 sorts au grand maximum. Sorts permanents, parce que pareil, les permanents, je considère que c'est dans la lignée des sorts, c'est-à-dire que c'est des choses qui vont pas vous faire avancer de base, sauf certains permanents, enfin il y en a un. Et comme c'est des choses qui vont pas avancer de base, qui ont besoin en général d'une cible ou qui vont avoir un effet en particulier, je considère que ça rentre dans les cas de c'est pas des personnages, c'est pas ce qui vous aide à avancer. Donc ça va juste renforcer votre synergie, votre deck. Donc du coup, ça va compter dans les 6-7 cartes que vous allez mettre dedans et vous vous limitez à ça. Donc pour moi, c'est 6-7 cartes qui ne sont pas des personnages, le reste c'est des personnages, à peu près. On peut monter jusqu'à 10, je pense.
Mais c'est vraiment c'est le grand maximum. Typiquement, 10, c'est quand on a un peu de Izmir et qu'on a vraiment des sorts utiles pour contrôler. C'est mon point de vue, je me trompe peut-être, mais ça, je pourrais le faire en retour d'expérience lors de la première session. Mais pour moi, sur le papier, c'est un maximum un tiers de sorts, le reste en personnage. Je sais pas si ça a répondu à ta question, mais ouais, c'est comme ça que en tout cas, c'est comme ça que moi je construirais, mon deck. C'est-à-dire que vraiment, je vais tout trier par coup. Je vais limiter mes sorts. Je vais jouer, et ça sera aussi en fonction de ton personnage. Parce que si ton personnage, si jamais tu joues Sierra et que tu as besoin des permanents, bah, tu seras obligé de mettre des permanents. Mais ça dépendra de ton personnage. Si tu joues à Fanas, bah, il faudra peut-être plus de sorts. Il faudra peut-être que tu montes à 15 sorts. Peut-être. Et encore, ça fait beaucoup, je trouve. C'est la moitié du deck. Et ouais, voilà comment moi je construirais. Pour le starter, c'est particulier. Pour le starter, parce que le starter, comme on a déjà une base avec des synergies qui sont quand même plutôt pas mal, parce que vraiment les starter decks qui sont vraiment bien de base, là on va surtout les améliorer. C'est pour ça qu'on fera faire un point, je pense, mercredi, des cartes qui, pour moi, sont à retirer du starter. Si jamais on doit retirer des cartes, c'est ces cartes-là qu'il faut retirer. Mais parce que du coup, starter, tu as déjà 39 cartes, donc tu vas devoir en retirer et en compléter avec ton booster. Mais ça sera le même principe par contre pour l'ouverture des boosters, c'est que tu vas ouvrir, tu vas les trier par coup, par fax, par couleur de faction, etc. dans le même principe, et tu verras tu pourras voir comme ça quelle couleur tu vas associer à ton starter et essayer d'améliorer avec ce que tu as là. Mais par contre, il faudra mettre encore plus des cartes plus utiles, parce que comme tu vas ouvrir très peu de cartes, tu n'auras peut-être pas beaucoup de cartes utiles de telle ou telle faction. Donc il faudra vraiment faire des choix très sélectifs. Il faudra vraiment que c'est la carte qu'on rajoute de telle ou telle faction, il faudra vraiment que ça ait un impact réel sur le deck ou sur le jeu. Voilà un peu comment moi je ferais. Si vous avez d'autres questions vis-à-vis de ça, n'hésitez pas, hein. On est là, il reste 25 minutes. Donc on peut répondre aux questions. Sinon, je peux lancer une partie de PGA pour terminer sur les 25 minutes. Mais dites-moi. En tout cas, j'ai hâte, sincèrement, des modes de découvrir le mode scellé et le mode starter boosté. Je pense que c'est des modes qui sont hyper intéressants de base dans les jeux. Et comme on peut mixer un peu tout ce qu'on veut, qu'on a moins de limites. Là, je pense à l'Orcana, où l'Orcana, on pouvait faire des trucs vraiment dingues dans le jeu. On pouvait vraiment s'amuser. On n'était pas bloqué à deux couleurs et se dire, bah tiens, j'ai des princesses un peu dans toutes les couleurs et je voudrais faire un truc avec des princesses. Et bon, si on sort les bonnes cartes, on pouvait faire des trucs vraiment super. Bah là, typiquement, on pourra potentiellement faire des trucs super aussi. Et j'attends de voir ce que ça donne. J'espère aussi un jour qu'il y aura des modes proposés dans les boutiques, des modes 2 contre 2 ou chacun pour soi. Que ça soit en mode amical avec c'est les joueurs qui ont proposé de faire une soirée spéciale pour ça. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que vaut le 2v2 ou le chacun pour soi. Parce que c'est des modes qui, moi, m'ont toujours plu dans les jeux. Typiquement dans Magic, j'aime beaucoup ce qu'on appelle le troll à deux têtes. C'est du 2 contre 2 où on joue, les deux joueurs jouent en même temps contre les deux autres joueurs. C'est un mode que j'aime beaucoup, qui est plus long qu'une partie normale, mais qui te permet de vraiment te mettre d'accord avec ton équipier. Tiens, je joue ça d'abord, puis moi je joue ça derrière, puis on essaie de synergiser ensemble. Là, le 2v2 d'Alter, il a l'air un peu différent, mais j'espère qu'un jour ils en proposeront en boutique pour découvrir ça, quoi. Euh, ok, j'ai lancé BGA. Hop, qu'il n'y a pas trop de questions. Ah, vous voyez BGA. Est-ce que quelqu'un veut faire une partie ou sinon je lance en solo? Et si je lance en solo, let's go, allez, parfait. Invité. Et...
Passe. Pour te voir. Et c'est parti. Allez. Les autres, vous voulez que je joue quoi? Dites-moi. J'ai essayé un des 6 héros là et la première réponse, ce sera le deck que je jouerai. Sans Revan, vous l'écoutez pas très bon. Ouais, bah heureusement, ça nous arrange. Ça nous arrange que t'aies pas le Robin double coup. Alors, qu'est-ce que je joue? Est-ce que je joue Axiom, Bravos, Lyra, Muna, Ordis ou Izmir? Composez le 3306 et envoyez 1, 2, 3 ou 4. Izmir, allez, c'est parti. Allez, bah bonne chance à toi, Damien. Enfin, t'aimes tout, du coup. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en mana? Bon, ça, c'est trop cher dès le début, hein, clairement. Ça, c'est pas mal, mine de rien. Ça, j'ai pas spécialement envie. Ça, c'est bien. Et... ouais, on va mettre ça plutôt. Ou quoique... oh! Comment on voit qui est premier jour déjà, là? Ça me dit pas encore qui est premier jour. On n'est pas censé le savoir avant qui est premier jour? Ils ont peut-être pas mis à jour par rapport à leurs règles. Ah, c'est moi premier jour, j'ai pas eu de jeton. Moi premier jour, donc c'est peut-être pas si bon. Ah, ça joue hors 10. Alors... eh ben... on va utiliser son pouvoir. Allez, à toi de jouer. Ok. Ah oui, d'accord. Ça met déjà des jetons à gogo. Ok. Il te reste 0 de mana. Reste compliqué pour avancer. Ça reste compliqué pour avancer. Là, je mets toujours en premier après. Ok, je vais faire ça. Hop, je confirme. Et donc... ok. Et je passe. Ah, tu as fait une petite sortie jeton là. Hein. Est-ce que je mets... okay. On va avoir 4 de mana. J'ai envie de virer ça pour le moment. Ok. Ok, on va faire ça. On va te retirer ta réserve parce que j'ai pas envie de voir tes jetons arriver avec des +1. Donc, tu crées un deuxième jeton à chaque tour. Ouais. Là, tu as passé. Moi, je suis un peu libre là. Dans l'idée, il faut que j'avance. Ça, j'ai pas le choix. Sinon, je vais prendre trop de retard. Alors. Tac, 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 là. Non. Je vais jouer ça à la limite. Et en vrai, je pense que je vais avancer du côté où il y a de l'eau. Que de l'eau, ça m'évitera d'être bloqué par l'eau. Et je vais passer.
Et on va mettre quoi en mana? Je vais être à 5. 5, 5, 5. Oh, ou alors je mets ça. Non, je vais mettre ça en mana. Ok. Ok, t'as déjà 2 jetons. Je vais faire après toi. Oh là là. Oh là là. Malheureux. J'ai bien fait de le garder. Ça sert à rien de le jouer à part pour l'effet de soutien. Et je peux t'empêcher d'avancer d'un côté. En vrai, ça peut valoir le coup. Assez. Il stream à Akpa. Cool. Tant mieux. Donc là, il a un petit peu d'avance, comme vous voyez. Donc ça reste quand même difficile, parce que Izmir, ça reste quand même un très bon match-up. Vu qu'il stream avec pas, je peux le dire, j'ai gargué le Kraken parce que tous ces jetons sont considérés à 0, ce qui veut dire que ça peut me permettre de virer ces jetons. Et de virer jusqu'à une carte qui coûte 5 ou plus. Donc ça peut être vraiment pas mal. Le Zou là, envoyer en réserve un personnage. Mettre en réserve, ça va m'enquiquiner si je le mets. Là, je peux réduire de 1 le coût d'une carte. Ça veut dire que cette carte là peut potentiellement me coûter que 4. Là, j'ai une carte à 1. Et j'ai une carte à 1 là. Donc si je monte à 6 de mana, c'est pas mal. Je vais mettre celle en réserve, en mana. Voilà, là, typiquement, avec cette carte-là, je peux lui gérer les 2 jetons. Là, il a joué une carte à 2. Ce que je vais faire, je vais jouer une carte à 1. Je vais jouer celle-là, ici. Ça m'empêche d'avancer d'un côté. Il joue quoi? Ah, il a joué une carte à 4 ici. Ok. Là, elle a plus de mana, et donc là, la Furie de Kraken est pas mal. Là, la Furie de Kraken est vraiment pas mal. Il me restera 1, je peux même le mettre ici pour avancer en terre derrière. Je peux avancer de 2, donc c'est pas mal. Je vais jouer. Je vais le Furie de Kraken. Et je vais virer ça, ça et ça. Confirmer la cible. Défausser vers la réserve, défausser. Ouais, bah vas-y. Ah, il quitte l'expédition. Il n'y a pas un truc quand il quitte? Ouais, il a ça quand même quand il quitte. Ah ouais, il recrée des trucs. Oh, c'est relou. Ah, c'est relou, j'avais zappé ça. Ah, j'avais zappé que quand quand il quitte et il fait des choses. Ça fait des chocs à pic. Si je défausse ça, je peux avoir 3 en eau. Ça le bloquera pas, malheureusement. Ah non, je peux pas la jouer. Ah, j'ai pas gardé la bonne. Ah, je vais jouer ça là, en fait. On va jouer ça là. Annuler. Je vais jouer ça. Je vais jouer ça ici pour pouvoir avancer d'un côté. Pourquoi je peux pas jouer? Ah, j'ai plus de. Ah, j'ai plus de mana. Là, c'est. J'aurais dû réduire le coût. Je me suis fait avoir et puis de toute façon, j'ai pas gardé la bonne carte. J'ai mal joué. J'ai mal joué, j'ai mal joué, j'ai mal joué. Bon, ça, on va garder. Ça, on va garder. Ah, alors attends. Envoyer le. On réserve le personnage ciblé de coups de main de 3 ou moins. Je mets 7, je peux gérer. Ouais, mais il a tous ces jetons là. Ah là là. C'est vraiment une horreur, ce jeu.
Le mode de jeu, c'est une horreur. Et ça. On va dégager ça. Allez. Je peux toujours réduire de 1 le coût d'une carte. Là, je vais faire après vous. On va lui redonner la main. Ok. Le truc, c'est que si je lui gère ça, ça va être pareil. Il va me refaire, des jetons de partout, là. Je vais défausser ça. Ouf. Oui. Je voulais défausser ça. Hop là. Pour jouer ça. Ah merde, c'est le prochain sort que je joue. Oh, putain, je suis pas lire. Et l'effet. Ah ouais, c'est le prochain sort. Hein. C'est vraiment pas ouf. Alors, si je joue ça, il va pondre des jetons de toute façon. Là, elle a plus qu'un de mana. En fait, il va avancer quoi qu'il arrive. Donc j'ai envie de dire, est-ce que ça vaut le coup que je le joue? Pas spécialement. Jeanne d'Arc, de toute façon, va quitter le terrain. Donc en vrai, je vais passer. Ah, c'est en cliquant de passer alors qu'on a tout ça de mana en main. Hein. Personnage ciblé en réserve. Envoyer ça en réserve, c'est pas forcément utile. Elle n'a pas de pouvoir. Si je la joue, lui il avance en terre. Ouais. Compliqué. Moi j'ai besoin d'avancer en herbe. Non, je pourrais pas avancer quoi qu'il arrive. J'aurais dû garder le zoo en fait tout à l'heure parce que je pouvais réduire son coût. Ah oui, j'ai pas d'eau, j'ai pas avancé en eau. J'ai juste empêché d'avancer. Bon. Compliqué. Ah, j'ai ça qui peut... Waouh. On voit pas bien la carte là. Ok. Moi j'ai deux comme ça là. Je pourrais pas jouer les deux. Je pourrais pas jouer les deux. Aïe aïe aïe. Un autre permanent. Bien. Alors. Si je fais ça, je peux plus jouer ça. Si je fais ça, je joue ça. Je l'empêche de gagner ce tour-ci quoi qu'il arrive. Mais comme là, il peut me faire des choses, je vais jouer ça là pour le moment. Et on va garder la possibilité de jouer ça. Ok, je joue ça de l'autre côté. Je peux... Il avance en forêt, donc là il avance quoi qu'il arrive en vrai. Donc c'est pas forcément le meilleur play que j'ai fait. Là j'ai pas les cartes pour en vrai. Hein. J'ai pas ce qu'il faut pour vraiment gérer le truc. Et si je joue ça, il va me jouer son crapaud et il va avancer. En forêt. Et après derrière j'ai plus rien à faire. Et je suis Nicked.
Ou alors, il faut que je lui vire un jeton ici pour l'empêcher d'avancer. Est-ce que c'est suffisant? Oui. Je crois que oui. Je crois que oui, on va faire ça. Et on va virer un jeton. Confirmé. Même s'il joue son crapaud, il sera à 4 de forêt. Moi, je suis à 4 aussi, donc ça ne lui permettra pas d'avancer. Ça va être temporisé un petit peu. Mais c'est très mal parti. Hein. Là, ça faut que je le garde. Ça, on va garder. En vrai, tout peut être gardé, mais j'ai l'impression que ça, c'est un peu ridicule. Ça, c'est trop cher à jouer. Alors ça fait 5-5-5, mais c'est tellement cher à jouer. Si je fais ça, je mets ça, on va virer cette carte-là. Ah, il va mettre 4 jetons. C'est terrible ce qui t'arrive. Je veux voir ce qu'il fait. Forcément. Il met ça là. Forcément. Je peux jouer mon zoo. Non, pas ça. Je peux jouer mon zoo. On va lui dégager mon caca là. Je vais jouer une carte à 1. Je peux jouer. Alors, soit je prends le risque qu'il n'ait pas 4 de force de l'autre côté. Je le fais reculer. Soit je joue ça. Il me reste 7 de mana. Donc je peux jouer potentiellement cette carte là qui va gagner 2 boosts de l'autre côté. Et je peux rejouer ça derrière. Ou un zoo. Pas déconnant. Je peux potentiellement faire ça. Ouais, mais du coup, il va gagner. Quoi qu'il arrive, je suis bête. J'aurais dû le faire reculer. J'aurais dû le faire reculer. J'ai très mal joué. Très mal joué. Allez, ça va être un GG. GG. Yes. En tout cas, GG Damien, et merci pour la partie. C'était cool. Tu as gagné. Après, de toute façon, Ordis reste l'un des meilleurs decks starters, hein, clairement. Avec Teja. Izmir, je suis pas encore familiarisé avec Izmir, notamment le deck le starter, j'ai très peu joué. Ouais. Pour moi, de toute façon, si je dois faire le starter boosté, ça sera soit Ordis, soit Muna, et j'ai même une préférence pour Ordis à cause du jeton offert par Sigismar, de base, quoi. Et en effet, alors même s'il est permanent, c'est bien, ça fait perdre du temps, mais ouais. Ouais, exactement. Après, j'ai vu que c'est le deck Axiom aussi qui est pas si mauvais. Le deck Axiom aussi est pas si mauvais si tu mets bien tes permanents, mais après, il faut réussir à temporiser, c'est plus dur. Et si tu mets le même Axiom, il est pas si mauvais que ça en vrai. En tout cas, merci pour la partie. J'espère que ça vous a plu ce petit live. On a débrief un petit peu les héros avec leur force selon comment dire, selon ma vision du jeu en tout cas. Ça avait l'air d'être cohérent vis-à-vis de certains. Donc je sais pas si j'ai encore la page. Elle doit être non, j'ai plus la page du. Je l'ai fermé comme un boulet. J'ai plus la tier list, mais on s'en souvient un petit peu. En tout cas, voilà. Donc vous avez eu la tier list, vous avez eu quelques infos. Mercredi prochain, je pense qu'on va passer en revue tous les decks et voir les cartes qui existent dans les decks. Pour voir ce qu'on peut retirer lors des starters boostés, pour voir les cartes qu'on peut retirer qui sont peu utiles,
En tout cas, qui n'ont pas forcément un effet d'arrivée, un effet de sortie, etc., qui peuvent être un peu problématiques parce qu'ils ont des stats à 0, etc., etc. Ça, on fera ça mercredi. Et puis après, on souhaitera à tout le monde une bonne sortie de jeu pour pouvoir faire ces différentes sessions de jeu. Moi, je sais que je fais donc vendredi, normalement, alors c'est pas encore été annoncé, mais pour ceux qui sont de Ris-Orangis ou pas loin, la cabane de Ludo va normalement ouvrir des inscriptions prochainement pour du scellé. Donc à surveiller pour ceux qui sont pas loin et qui veulent s'inscrire. Surveiller la cabane de Ludo, la com Facebook. Et ils vont faire un scellé normalement, eux. Et le Drakkar ludique, c'est déjà clos malheureusement, mais je vais participer au starter boosté le samedi 14 au Drakkar ludique qui est à Longjumeau. Donc le samedi soir, si tout se passe bien, je serai là et je pourrai vous faire un débrief des 2 jours, vous expliquer ce que j'ai un peu plus compris ou pas vis-à-vis du jeu, ce qui a changé ma vision de jeu vis-à-vis des héros potentiellement ou des synergies entre les factions. Et puis voilà. En tout cas, merci d'être venu sur ce live et j'espère à bientôt. Passez une bonne soirée, un bon appétit. On peut juste assister... Ah, je sais pas, faudrait contacter la boutique, c'est pas impossible. Ouais, faudrait appeler la boutique au Drakkar ludique, c'est pas impossible que tu puisses juste y assister si tu veux venir. Appelle-le, Drakkar ludique, donc D-R-A-K-K-R, pardon, je vais te le taper là, Drakkar ludique. Ce site-là, comme ça s'écrit là, tu dois avoir le contact certainement dans la page, et tu as un numéro qui est là, voilà, en bas. Un numéro ici, tu l'appelles et tu vois avec lui. Mais je pense que c'est possible en vrai, hein, pour voir comment ça se passe et tout. Allez, sur ce, je vous dis la bonne soirée à vous, bon appétit, et à mercredi pour ceux qui seront là. Bisous!